les bipèdes, bienvenue dans ce nouveau CJY. Et on est où les gars? On est assis. Tu parles, on est crevé au bout de 2 jours là. Voilà. Bon alors, bienvenue. On vient de dépenser les dernières gouttes d'énergie là, je crois. Bienvenue en tout cas dans cette première partie de notre topo sur Annecy, sur le festival d'animation. Je suis entouré ce soir par mon camarade Néo. Bonsoir tout le monde. Eh oui, vous avez reconnu sa voix absolument fantastique, n'est-ce pas? son timbre sexy et tout ça. Ah oui, non, parce que là, il y a de la concurrence à côté quand même. Et celui qui est jaloux et qui a une voix non moins masculine, c'est notre petit nouveau, c'est son baptême un peu quelque part. Et quel baptême? Voilà. Annecy, quand même. Juste derrière le micro comme ça, en animateur, eh bien c'est Djeko. Bonsoir. Oh, c'est la beau. vache, ça y est. Voilà. Ça y est, je ne peux plus le faire. Bonsoir à tous les bipèdes. Je suis super content d'être là. Je suis super content d'être avec vous deux. C'est vraiment un moment assez génial qu'on est en train de passer là. Faut qu'on vous décrive un petit peu juste où on se trouve actuellement. On est dans un chalet à Annecy avec une vue géniale sur toute la baie. C'est vrai. Tous les matins on se réveille avec les petits oiseaux qui font cuicui. Alors oui, parce que les petits oiseaux qui font brout, c'est plus... Enfin, il y en a moins. Mais c'est pas grave. Mais sinon, oui. Ça commence fort. Ça commence très fort. Je crois qu'il va pas... D'ailleurs, c'était la dernière nuit de Doc ici. Voilà. C'est ça, je vais dormir dehors maintenant. Non, mais ce qu'il y a, c'est que surtout, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, eh ben, vous avez vu notre vue. Eh ben oui, parce qu'on a mis quelques on a vu notre sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, qui ont fait des vues. Quelques-uns, ouais. Voilà. On remercie d'ailleurs tous ceux qui nous suivent sur Instagram déjà depuis toutes les premières stories qu'on a déjà faites. Bisous, exactement. Cœur avec les doigts. Et on remercie évidemment les patriotes, grâce à qui on peut faire tout ça sans non plus avec tout le matos qu'on a là ici et tout. C'est cool, on peut enregistrer depuis Annecy, c'est vraiment de la balle, c'est grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et d'ailleurs, je rappelle vite fait pour ceux qui ont envie, qui ne sont pas encore patriotes, $1, $3, $5, ce sont les 3 paliers mid, junior, mid, senior. Oui, monsieur. Voilà, et il y a des goodies aussi, il y a des Patreon, des PayPal à faire si vous voulez. Enfin, il y a des moyens de nous soutenir si vous avez envie. L'important, c'est surtout que vous écoutiez cette émission, que vous nous suiviez sur Insta. Et voilà, tout va bien. Et j'ajoute que si vous êtes patriote, eh ben vous allez avoir, et surtout grâce à Annecy, des émissions en plus que pour vous et que les autres ils auront pas. Voilà. Donc si vous voulez écouter des bonus, eh ben ouais, mais écoute, voilà, tu nous soutiens, t'as des bonus, c'est comme ça. Alors petite chose encore, si peut-être que vous avez reconnu la voix de Djeko. Ah oui. Faut que je fasse gaffe. Djeko. Car vous l'avez déjà entendu. Eh ben oui, vous l'avez déjà entendu et 2 fois parce qu'il est déjà venu 2 fois dans l'émission, mais cette fois en tant qu'invité. Et maintenant il intègre totalement l'émission. Voilà, c'était la petite surprise qu'on avait fait et c'est Vincent Bachmatuc. Je l'ai pas dit. J'ai les poils des bras qui se remontent là. Les frissons partout. C'était sur l'émission du SIGGRAPH et donc il y a un paquet de temps, c'était avant le snap de Thanos et l'émission de la recherche, une des dernières que nous ayons faites. Mais on va en refaire. Mais bien sûr qu'on va en refaire. Et même peut-être plus. Tintintin. Bon, c'est pas tout ça. À chaque émission, il tease de ouf. On en fait toujours une par mois, pas plus. Donc Bon. Non, allez, on attaque dans le vif du sujet parce que là, ça fait un petit peu trop longtemps qu'on papote. Et puis, la tartiflette va refroidir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est arrivé à Annecy, on a pris nos accréditations. Et puis, ça, on est arrivé dimanche. Et puis, dès le lundi, on a attaqué sévère. Dès 9h du matin. Mais avec un truc absolument génial. Absolument génial, qui était Women in Animation, le World Summit number 6. Yeah. Voilà. Tu prononces bien le 6 parce que sinon on va number 6. Non, qu'on n'ait pas de problème. Number 6. Donc oui, c'était le sommet de Women in Animation. Qu'est-ce que c'est que Women in Animation? Eh bien, c'est une association internationale américaine à la base, bien évidemment, qui se bat surtout pour tout ce qui est l'équité au niveau des femmes dans notre incroyable industrie. Et par extension, des genres. Et par extension, des gens, exactement, tout à fait. Et par extension, de tout, en fait, parce que c'est ça qui m'a un peu étonné, c'est que le titre disait Woman in Animation, en fait, dès le départ, ils disent, en fait, c'est tous les genres, tous les problèmes ethniques, les LGBTQ+, etc., etc. En fait, ils englobent beaucoup de sujets. Ouais. C'est pas uniquement, l'égalité entre les hommes et femmes dans notre milieu, il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils englobent. Voilà, mais c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mm-hmm.
Donc, alors bien évidemment, et on vous le répète depuis des émissions, on veut faire une émission avec justement des personnes comme ça, mais on veut trouver des personnes qui soient francophones, non mais qui soient comme ça, c'est-à-dire qui fassent partie de ce genre d'association et qui se battent pour ça. Alors du coup, j'ai pas bien compris. Ils se battent pour quoi exactement? C'est quoi le propos? Eh ben, c'est justement pour avoir une équité au niveau du salaire, des chances d'accéder à des postes comme les hommes, que ce soit à responsabilité ou pas, ou même juste accès à des postes. Yes. Parce que des fois, voilà, c'est ce qu'elles expliquaient d'ailleurs dans la conférence, c'est que c'était pas que pour accéder à des postes de superviseur ou quoi, mais c'était aussi des fois juste pour accéder à un boulot. Parce que quand vous étiez, quand vous faisiez partie justement de la catégorie queer, il y avait des fois où ça passait pas. Donc c'est pas normal que ça ne passe pas. Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous êtes des pipèdes. Oui, non mais même, sérieusement. C'était même encore plus loin que ça. C'est même juste déjà avoir l'autorisation et l'acceptation d'être exposé. Oui. Justement la personne queer qui venait d'Argentine, etc., qui disait que enfin, ça y est, maintenant, ça fait tellement d'années qu'elles arrivent à faire des festivals, etc. Notamment on en parle simplement avec des mots justes. Voilà, et ça a décoincé en fait un petit peu tout ce truc où là-bas, déjà, t'étais une femme de toute façon. On te donnait pas trop de créneaux dans les festoches, etc. Et ça, c'était intéressant d'entendre que t'as des pays où encore déjà rien que ça, c'est déjà juste l'exposition, tu vois, avant même d'accéder à un boulot, avant même de machin. Ouais. Et elles ont des combats à battre. Ça a l'air d'être vraiment compliqué, quoi, pour se faire entendre. Exactement. Et au-delà de tout ça, il y a aussi simplement le fait que quand t'es jeune et que tu es une femme, t'as pas forcément ton autorisation sociale qui te dit ouais, je peux faire un job de ce type-là, ouais, je peux y arriver, oui, je peux passer devant un mec, oui, je peux faire ce boulot, parce que tu t'intériorises tellement à ce problème systémique qu'on a dans nos studios que finalement tu peux très bien te mettre des barrières internes. Oui. Des obstacles qui t'empêchent finalement de kiffer ta life et de faire un job qui te plaît. Déjà que de toi-même, déjà, tu vas dire que tu vas pas le faire. Après, t'as les gens autour qui vont dire, non, mais franchement, si tu fais ça, parce que t'as une vie de famille, parce que bidule, tu devrais pas, machin, comment tu vas faire pour gérer? Tu vas tomber enceinte, tu peux pas faire une prod, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. C'était des trucs qu'on peut pas entendre aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et, alors là, en plus, on parle que par rapport à nos pays occidentaux, mais justement, il y avait plusieurs femmes, justement, tout un panel de femmes. Alors, il y en a une qui venait du Chili, il y en a une qui venait d'Inde, il y en a une qui venait de Los Angeles et une qui venait du Maroc et qui justement a exposé un petit peu tous ces différents problèmes et notamment celle qui venait du Maroc disait que elle avait créé sa société en plus de production. Oui, parce que c'est ça, c'était 4 femmes. Je veux juste préciser avec ça des profils différents, oui. C'est que c'était pas juste des femmes avec des convictions fortes, c'était vraiment des femmes qui étaient en position. Déjà, c'était des réalisatrices, des chefs d'entreprise, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir. Moi, en tout cas, c'était la première fois que j'avais une conférence comme ça, où enfin c'était plus que des intentions, mais vraiment des choses. Et ça a permis justement, après, on va y venir juste un petit peu après, ça a permis aussi de ramener des vrais témoignages. T'es prêt? Voilà. On n'est pas en live, mais on n'est pas loin. Ça a permis du coup de ramener des témoignages qui étaient très positifs et qui montraient aussi que ça avance quand même un peu. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah oui. Ouais, j'ai déjà participé à des summits tels que celui-ci. Et en fait, il y a un truc qui était vachement intéressant dans les différents panels, les différents sujets qu'on a eu sur cette demi-journée. C'était justement les use cases. En fait, ce que tu viens de dire, je le reprends. Ouais, c'est t'avais des femmes qui ont vécu un morceau de leur vie professionnelle et qui ont eu un certain nombre d'obstacles. Et en fait, pendant la conférence, elles nous ont expliqué quels étaient ces obstacles et pourquoi elles pensaient que c'était un problème qui était pas normal et qui était lié au genre ou l'acceptation des genres, puisqu'il n'y avait pas que des femmes. Et en soi, ça permet un peu d'éveiller les consciences. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de monsieur à l'intérieur. Oui, dans le public, nous étions. En plus, on était tous les trois, et je pense qu'on faisait à peu près, 20%, 20%. En tout cas, à nous trois, on était 20% de la, comment dire, du pourcentage d'hommes qu'il y avait dans la salle. Donc, c'est vous dire, si vous avez fait le calcul rapidement, combien d'hommes il y avait. Et je pense que les hommes qu'il y avait là et les femmes qu'il y avait là, bien évidemment, étaient acquis à la cause.
alors tu vois, c'est ça c'est pour moi c'est là quelque part le problème, et c'est là où il y a une éducation à faire, et c'est là où je pense que justement ces associations comme là justement ils en parlaient, il y avait pas que Women in Animation, mais il y a aussi les femmes s'animent, le collectif 50-50, et donc j'aimerais bien qu'elles viennent dans l'émission justement pour qu'on en parle. Ça, c'est un appel. Hein. C'est un appel de phare, mais voilà qu'il y ait justement qu'il y ait des délégations qui aillent dans les studios, dans les écoles, etc. pour juste en parler. Des fois, juste une journée, une demi-journée pour justement exposer ce genre de soucis, de problèmes auxquels les femmes peuvent être confrontées, les femmes. Et pour les problèmes de genre, les LGBTQ+, etc. Voilà, il y a réellement un problème d'éducation à faire de la part de leur part aux hommes et aux femmes et à tout le monde, de toute façon. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, ok, on n'était pas beaucoup d'hommes, et en même temps, quand elles ont posé la question qui venait pour la première fois, il y avait 90% de la salle, malgré que c'était majoritairement des femmes, on devait être à peu près 200 dans la pièce. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. 90% des gens ont levé la main. Donc même finalement chez les femmes, c'était étonnant de voir que c'était pas... comme on a l'habitude de le voir, tu sais, on a l'impression toujours de voir les mêmes militantes, etc., que ce qu'on est un peu pénible de tout ce combat. Non, au contraire, il y a encore beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas et qui sont en train de s'y intéresser de plus en plus. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que déjà, c'était bon enfant. Enfin, clairement, il y avait un sujet qui était un petit peu lourd quand même. Ouais, mais l'ambiance dans la salle était quand même super cool. Safe zone à mort. Hyper évidemment. Apaisé, ouais. Beaucoup de gens qui venaient s'intéresser au sujet pour la première fois. Et j'ai vu des sourires, et j'ai vu limite des petites larmes aux yeux. En tout cas, il y a des personnes, il y a des femmes qui étaient présentes, qui ont participé aux questions à la fin de un ou deux sujets, et qui vivaient en fait le rapport qui a été réalisé par rapport aux obstacles que ces femmes qui étaient dans le panel nous ont dépeint. Et c'était marrant parce que j'ai eu un sentiment entre de la honte, parce que oui, forcément, étant né dans les années 80, j'ai participé en tant que homme. Homme blanc, hétéro. Bah oui, merde. C'est la réalité. Privilégié, donc. N'empêche que si on éduque un petit peu nos étudiants, si on en parle un petit peu dans les studios, et qu'on prenne le temps d'expliquer les choses aux gens qui, de temps en temps, ont un comportement qui peut être pas approprié, voire débordant. Quand c'est toxique, cassez-vous, clairement. Non, dénoncez surtout. Dénoncez et cassez-vous. C'est pas une honte de dénoncer ce genre de comportement, faut arrêter. C'est normal, il faut pas s'empêcher. Non, bien sûr. De toute manière, vous serez soutenu par la communauté, c'est une évidence. Oui. Elles ont beaucoup parlé de ça, d'ailleurs, que elles avaient l'air de vraiment appuyer sur le fait que justement en se rapprochant toutes comme ça dans des assos et tout machin, qu'elles se sentaient vraiment pas seules du tout, ouais. Et que c'est un truc qu'il faut retirer de la tête de celles qui n'osent pas parler aussi, que en fait elles sont heureuses quoi, et comme il y en a, en même temps ça fait quand même pas mal d'années maintenant que les gens ont commencé que les femmes se sont mises en mouvement globalement, que du coup elles sont pas toutes seules du tout et qu'il faut pas hésiter quoi, carrément. Voilà. Bon, on en fera toute une émission. Bien sûr. On peut se positionner en tant que soutien quand on est un homme et le dire. Alors évidemment, il y a eu une distribution de pins assez sympa d'ailleurs au Women in Animation. Et de masques. Et de masques aussi. Moi je vais le porter, je vais le mettre. Moi il est sur mon sac depuis. Oui. Hein, Oui, je pense qu'il faut aussi afficher ça, et surtout en tant qu'homme, sans faire de comment dire, j'ai pas envie de dire de mauvais militantisme ou quoi, mais c'est vrai que c'est pas pour nous jeter des fleurs entre nous trois messieurs, mais c'est vrai que oui, on n'est pas dans cette catégorie-là, enfin j'espère, je le souhaite. Non mais c'est ce que disait Vincent, on en avait parlé un petit peu l'autre jour, rien que dans nos comportements quotidiens, de comprendre aussi des choses qui paraissent complètement anodines. Je vais donner cet exemple parce que moi il m'a vraiment marqué, et comme ça je donnerai que celui-là, mais c'était la petite anecdote sur la personne qui c'est une nana qui avait pas son patron, pour la protéger, ne voulait pas lui donner son poste au-dessus, parce qu'il disait oui mais si je te mets au-dessus, tu vas te faire attaquer par tous les requins qui sont autour, donc j'attends que tu sois une +2 pour te placer. Et en fait elle disait très justement que c'est complètement débile, elle a pas besoin d'être protégée en fait. Ouais. Et qu'en lui expliquant, il a fini par dire ah oui ok effectivement je fais une connerie, on va régler ça. Et voilà, et donc même nous aussi dans tous nos actes quotidiens, je pense pas qu'on soit des hommes méchants, mais
Ça commence par là aussi, en fait. Ça commence forcément par là. On en parlait aussi tout à l'heure. Désolé, je suis en train de m'étaler, du coup. Mais c'est un gros sujet, forcément. Non, mais bien Comme sûr. quoi, il faut en faire 5 émissions. Tu vois son émission. Ouais, exactement. Mais on en parlait tout à l'heure que j'ai perdu le fil. Je ne sais pas, écoute, non, mais en tout cas, alors, moi, j'ai une chose à dire. Oui, et justement, oui, mesdames, n'ayez pas peur, soit de dénoncer, n'ayez pas peur de dire aussi, quand on vous propose un poste au-dessus ou quoi que ce soit, de dire j'ai un peu peur de ça, ou j'ai eu une expérience dans une autre boîte qui s'est mal passée, etc. Parlez-en. Voilà, il y a des gens, les RH, vos leads, vos sup, peu importe. Ça se met en place là, quand même, ouais. Bien sûr, et ils sont là pour vous écouter et pour entendre ça et vous aider si besoin ou vous soutenir. Voilà, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais sans voilà. Et ce n'est pas un défaut que d'exposer ses émotions. Bien sûr. Même vous, les messieurs. Ce n'est pas un défaut d'expliquer quand quelque chose ne va pas. Ça devrait être normal, en fait. Et j'allais ajouter aussi, c'est quand même normal aussi de s'adresser à des femmes quand il y a ça. Parce que là, on est 3 mecs en train d'en parler. Donc, on est bien mal placé pour conseiller. Mais c'est là où la distinction est difficile parce que elles en ont beaucoup parlé aussi de ça, qu'elles voulaient absolument intégrer l'homme dans la discussion. Maintenant qu'elles ont tous ces endroits où elles peuvent discuter entre elles, etc., il va falloir, comme tu disais, éduquer, de toute manière. Mais même sans forcément avoir cette position d'éducatrice, juste pouvoir, partager tout ça. Et donc, surtout, quand il y a un problème, forcément aussi, faut se tourner vers ces assos, en fait, parce qu'elles ont vécu pour beaucoup ces trucs-là, elles savent comment s'y prendre, elles savent peut-être aussi les choses, tu vois. C'est comme on dit toujours, moi j'avais parlé aussi avec des gens qui sont dans des groupes, que ce soit entre noirs, entre arabes, etc., et qui disaient que justement le fait d'être entre nous permet aussi de dire des choses que t'oserais pas dire non plus à un mec au boulot, même si c'est pas ton supérieur, tu vois. Tout à fait. Donc c'est aussi important de savoir s'adresser au bon groupe, aux bonnes personnes, et parce qu'au boulot, faut quand même pas se leurrer, c'est pas non plus super évident, même s'ils essaient de mettre des choses en place. Quant à la pression de l'emploi et tout, c'est toujours un peu compliqué. On pourrait faire un podcast de 3 heures là-dessus, évidemment, avec des femmes, surtout. Et on en fera un. Voilà, parce que du coup, on va prendre des contacts. On est là aussi pour ça, pour pouvoir vous faire des émissions géniales après et avoir des invités qui soient hyper pertinents sur les sujets sur lesquels on traite. Voilà, ma phrase n'est pas française, mais vous avez remis le tout, parce qu'il est tard, et la tartiflette me fait de l'œil et du nez. Alors, donc, Woman in Animation, voilà, ça c'était déjà, on a commencé. Sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, exactement. Ensuite. Moi j'ai enchaîné derrière, j'avais un petit creux entre, enfin, non pas que j'avais faim, mais j'avais un trou dans le planning. J'avais un petit trou dans le planning et du coup, je suis allé voir une première œuvre VR qui s'appelle Une œuvre quoi? VR. Virtual Reality, avec un casque sur les yeux et tout ça. Le machin genre Oculus Rift et tout ça. Exactement. Voilà, qui ressemble à un chausson. Exactement. Non, mais c'est une vraie réalité. Il y a des gens qui utilisent ça pour faire de la prod. Et oui, ça fait longtemps. Hein. Moi, ça fait déjà plusieurs années de suite que je vois à Annecy des courts-métrages, etc. Alors, justement, tu soulèves un truc qui m'intéresse, enfin, moi qui m'intrigue, c'est que ça fait pas mal de temps et pourtant, ça décolle pas des masses, quoi. Ça dépend. Tu sais à quelle époque ça a été inventé, la stéréographie? Oula, alors là, vas-y, ça date d'un bon moment pour le coup, non? Parce que si on prend le Virtual Boy, par exemple, avec la Game Boy, en 80... Je crois que c'est 2-3 ans après l'invention de la photographie. Ouais, d'accord, ouais. Les toutes premières photos en stéréo, alors. Ouais, tout à fait. Œil droit et gauche, etc. Alors oui, effectivement, depuis cette époque-là, ça a bien évolué. Mais pour ce qui est vraiment de la prod de films d'animation dans des casques VR, je veux dire ça plus précisément, du coup, c'est vrai que c'est... Voilà, donc j'ai vu un truc qui s'appelle Glimpse, qui est un panda qui est en rupture avec sa femme daim, je crois. Et je dis je crois parce que le design était tellement que j'étais pas très sûr. T'es sûr que c'était un panda? C'était assez vilain techniquement, mais il y a des limitations aussi sur l'objet. Je te vois faire les gros yeux, Vincent, dis-moi. Pardon, tu peux pas cacher une production un petit peu bancale par la technique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça reste un produit qui peut être intéressant. Après, si ton panda il est pas beau, hein, faut le changer. Oui, non, bien sûr. C'est vrai que ça pourrait être quand même... Si ton éclairage est un peu naze, il est un peu naze. C'était surtout même dans la façon de raconter, tu vois. C'était des petites scénettes. On était dans un atelier et t'avais juste des petites scénettes qui apparaissaient comme ça là, puis une autre là-bas. Je pense que c'est la grosse difficulté et on en a beaucoup parlé avec Doc ces 2 derniers jours. C'est comment tu racontes une histoire en enlevant tout ton background de cadrage
de mise en place de ton plan de layout, clairement. Oui. Parce que ta tête, elle peut bouger dans tous les sens. Et que du coup, tu peux perdre l'attention de ton spectateur parce que t'as ton environ artiste qui a fait un truc rigolo derrière. Ouais. Et que la caméra, c'est l'utilisateur. C'est le spectateur. Mais tu vois, c'est ce que je avec te un disais. angle énorme. Enfin, voilà, pardon. C'est ce hein, que... mais, Non, mais bien sûr, mais c'est ce que j'expliquais aussi quand on en a parlé, c'est que je vois Half-Life Alyx, par exemple, qui est un des derniers jeux vraiment poussés en VR, voilà, qui était fait par Valve, du coup. Plateforme Steam. Sur Steam, effectivement. Et pas que, je crois. Hein. Je crois qu'ils ont commencé, mais bref, peu importe. En tout cas, c'est des... Enfin, il y a moyen de faire un truc qui a de la tronche, qui est bien animé, qui est bien texturé, bien lighté, qui t'emmène dans un truc. Alors que pourtant, on est dans un jeu, en plus, donc t'as encore plus d'interactivité. Tu parlais de caméra où il y a plus de cadre, en fait, finalement. Ah ben non. Bah, ils arrivaient quand même à te faire ressentir des tas de trucs, tu vois. Il y a un truc qui est génial. Tu ressens de l'émotion. T'as une immersion qui est totale, et effectivement, ton cerveau, il a plus d'informations que juste un cadre en face de toi, petit ou grand, mais qui est juste en 2 dimensions. Effectivement. Et du coup, ça change tellement les règles du jeu, ça change tellement la grammaire du layout, la grammaire du cinéma, de la voilà, de la mise en scène, cinématographie, de la mise en scène, etc. Tellement de trucs et astuces que tu te retrouves un peu paumé. Tu sais pas comment commencer pour faire quelque chose qui soit un peu intelligent en termes de focus sur une action ou focus sur une narration. Et c'est là que je trouve le truc vachement intelligent, c'est que on est en train de vivre des expériences VR, XR, où on découvre au fur et à mesure des différentes productions du bricolage pour retrouver je vais encore dire trucs et astuces, mais pour retrouver cette grammaire qu'on a perdue parce qu'on a changé le mode de caméra. Je suis désolé, le four vient de se lancer. Moi, je trouve ça génial, d'autant que j'ai pu assister au VR Theater du SIGGRAPH 2019, avant le Covid, à des productions qui ont été faites par des gens qui ont bossé notamment chez Disney, qui du coup avaient des réflexes qui fabriquaient des images qui étaient un peu plus patates, qui fabriquaient une histoire qui avait une narration qui se tenait vachement bien, et qui du coup était évidente, et j'avais vraiment expérimenté une aventure. C'est plus un film, c'est une aventure. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'après, voilà, VR ou, alors, t'as parlé de XR. C'est juste pour préciser un petit peu de manière, au niveau de la définition. XR, en fait, représente la VR, donc la réalité virtuelle avec un gros casque où on voit rien d'autre que ce qu'on te met dans les écrans en face de tes yeux, et l'AR, donc l'augmented reality ou mixed reality pour les gens de chez Microsoft. Hello les gars, fermez la fenêtre. Et donc ça, en fait, ce sont des lunettes ou via le portable. Donc on voit la réalité, on voit vraiment, par exemple, une carte, un machin, un dé, peu importe, et il y a une animation, il y a un truc qui vient se mettre en surimpression au travers des lunettes ou des Pokémon Go. Oui, Pokémon lunettes. Go. Oui, Pokémon Go. Voilà, exactement. Ouais, très belle référence. Exactement, c'est de l'AR. Ouais. Ingress aussi, c'était de l'AR, etc. Donc voilà, c'était des jeux, etc. Et donc, bon bref, XR mais du coup, recompile les deux. XR regroupe en fait AR et VR. Voilà. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le porno. Hein. Avec le Alors porno. c'est autre chose aussi, mais voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est surtout que qu'est-ce que c'est? C'est que on essaye de définir ça comme un jeu. C'est pas que du jeu. On essaye de définir ça comme un film parce qu'il y a des expériences narratives, mais c'est pas un film. Pour moi, c'est pas un film, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est là, tu disais, oui, hein, ça perce pas, etc. Parce que je pense que c'est quelque chose de nouveau et on n'a pas encore trouvé comment l'utiliser. Comment l'industrialiser entre guillemets, comment un marché suffisamment avoir quelque grand chose pour avoir des habitudes industrielles pour fabriquer du média. Exactement. Mais là où je te rejoins par contre, c'est que avec cette techno, on peut fabriquer plusieurs types de médias. L'expérience narrative en 360 en VR, c'est un truc. Le jeu vidéo, c'est un autre truc. La R, c'est un autre truc. Blablabla. Et quand tu mixes un peu les choses, et quand tu rajoutes de l'haptique ou de l'odorama, tu peux vraiment faire des trucs complètement what the fuck qui n'ont rien à voir avec un film. Oui, ça bien peut être sûr. une expérience Oui, narrative. en fait, tu voudrais dire que... Mais justement, c'est là où j'allais en venir aussi, c'est que tu veux dire qu'en fait, ça serait plus
Et je pense qu'à mon avis, la limite, elle est là, et qu'elle va répondre un peu à ta question, et ça va rejoindre un autre truc que je voulais dire, c'est que, en fait, ma phrase est très longue et j'arrive pas à là où je veux dire, mais c'est un jeu de piste. C'est que, en fait, vous êtes le héros. ce serait un outil, en fait, ce serait un outil qui permettrait de refaire, en fait, les choses qu'on fait déjà, à savoir un jeu, un film, une musique, un concert en interactif, etc. Mais est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui va... Pour moi, je le vois comme une attraction, en fait. Tu le vois toujours comme une attraction. Je l'ai toujours vu comme ça. Parce qu'il n'y a pas de plateforme qui diffuse du média mais narratif. parce que si, non mais c'est parce que j'allais y revenir à un truc, c'est que c'est comme ça que le cinéma a commencé, c'est dans les parcs d'attractions. Où on mettait notre tronche, enfin pas nous, vrai, pas nous, mais les vieux, les très vieux, les peut-être qu'ils sont plus là. En tout cas, ils mettaient la tête dans un truc et hop, il y avait des images qui leur étaient projetées. Et il y a ce côté très ludique immédiatement, et j'ai l'impression que ça va avoir beaucoup de mal à en sortir. Et donc que soit effectivement il va devoir se cantonner dans un autre genre pour trouver son chemin. Entre la magique et le premier film d'animation, il y a combien d'années? Alors là, je saurais pas dire exactement. Ça serait rigolo de faire la différence entre les deux. Ouais. La techno avance parce vite. Que il y a 100 ans entre le premier film, l'arrivée du gars en train de la Ciotat, des frères Lumière, et Toy Story. Parce que c'est 95 tous les deux, mais à un siècle d'écart. Si je dis pas de bêtises, hein, allez, à quelques mois près, n'engueulez pas les bipèdes, mais voilà. Donc c'est incroyable. Qu'est-ce qui va se passer en 2095 ? Et en même temps, on est dans une situation de plein emploi dans le domaine, parce que il y a pas que le monde de l'anime qui a envie d'expérimenter la VR, et du coup, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer. On est en train de parler de tech artist en ce moment, là. Ça me gêne un petit peu pour plein de raisons, mais bon, peu importe. On cherche du tech artist chez Meta, par exemple. On cherche du tech artist dans les différentes boîtes qui ont fait la présentation dans la conférence sur l'XR. Dont on va parler un peu tout à l'heure, mais on a bien débordé sur le sujet. Ouais. Oui. Et concrètement, des gens qui sont capables d'avoir un background classique en termes d'anime, de 3D, de machin, de trucs, et en même temps d'ouvrir le capot des outils qu'on possède aujourd'hui pour faire de la VR et tripatouiller un petit peu pour arriver à faire quelque chose. Je me demande quel surpris. Pour en finir avec mon créneau VR, là, film VR, il y en a eu un deuxième dans la même journée, et c'était encore la même chose. Tu vois, il y a encore ce truc. Alors déjà c'était encore un couple qui se séparait, et il y avait encore ce problème de oui, alors c'est immersif, très immersif. Mais bon Dieu que c'est compliqué de s'immerger quand c'est vraiment techniquement pas au point, tu vois. Ouais. Alors moi j'ai vécu des expériences VR qui m'ont vraiment transporté dans une action et j'ai kiffé. Et t'étais en interaction ou c'était un film vraiment? J'ai pas été en interaction sur ces expériences-là. J'ai vécu d'autres trucs en interaction que j'ai trouvé cool. Mais bon, je trouvais ça... Quelque part, c'est une feature en plus, et je trouve qu'elle a moins d'intérêt que juste la VR 360. D'accord. Moi, je me souviens d'un truc où j'étais sur un vélo, un mountain bike, et je descendais une montagne à une vitesse de malade. Je crois que c'était un champion du monde de mountain bike. J'avais des sueurs froides. Mais c'est là où on revient à l'attraction, tu vois. Moi, je pense à ma première expérience 4DX. C'est un peu ça que je ressemble, c'est-à-dire que je ressens. Tu vois, c'est dans mon siège avec mes lunettes et ça bouge et il y a de la fumée. Tu peux mettre tous les artifices que tu veux. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on a du mal à le ramener à quelque chose de cinématographique, si c'est ce qu'on veut faire avec. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire avec d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a un marché pour ça. Je pense qu'il y a une réalité. Ah, il y a un marché, oui, ça. Le jour où on aura des grosses plateformes qui balanceront du média intéressant, parce qu'aujourd'hui c'est pas encore intéressant, ça reste du balbutiement technologique. Oui. Ça se voit d'ailleurs, hein, c'est qu'elle est derrière Bonlieu, dans une salle un peu cachée. Tu vois, c'est pas du tout mis en avant comme on pourrait le mettre. T'as quelques expériences qui sortent un petit peu du lot, mais vraiment ça reste encore, j'ai pas envie de dire du bricolage parce que c'est pas vrai, il y a des gens du prototypage. Non, ils bossent de ouf, bien sûr. Il y a un côté recherche assez important. Alors on y reviendra un petit peu plus tout à l'heure parce que effectivement avec Djeko on a tous les deux assisté à une conférence justement sur la XR, mais on fera plus court parce que du coup là on a bien entamé, et surtout on fera une émission spéciale avec des gens dont c'est le métier, dont c'est devenu le cœur de métier de faire ce genre d'expérience. Donc les œuvres VR, bof pour l'instant. Moi je sais que j'ai envie d'en faire plein. Pour les deux que j'ai vus. Hein. Voilà, j'ai envie d'en faire plein. Donc il y en aura d'autres. T'auras ton retour jeudi en fait. Exactement. Sûrement sur cette émission-là ou sur la 3e. Oui, parce que il y aura 3. vous êtes pas débarrassés de nous comme ça.
Qu'est-ce que t'as vu ensuite, mon petit Néo? Je crois que t'as vu un truc vachement intéressant et que Non, nous, c'était on nul. était carrément C'était jaloux. Effectivement, beaucoup de gens étaient déçus de pas pouvoir y aller et j'ai eu la grande chance d'avoir la première résa de mon accred sans plus tarder. C'était Spider-Man Across. Oh là, mon Dieu. Spider-Man Across the Spider-Verse, tu vois. Yeah. Donc le nouveau film Spider-Man qui est fait chez Sony, donc film d'animation, hein, bien sûr, on est bien sur un festival d'animation. C'était le truc le plus attendu, c'était un work in progress, donc on a vu 2 séquences globalement, et quelques personnages en plus. À quel point vous voulez que je vous en parle, les gars? Parce que je peux aller dans des spoils, des mini-spoils, on va dire. Mais, allez, Alors vas-y, mais attention, on fait une alerte spoiler. Voilà, alerte spoiler. vous me faites un si geste. vous ne voulez pas écouter, Ah oui, ça, c'est clair. voilà, vous avancez un petit peu de Voilà. 30 secondes sur votre appli de Est-ce qu'on peut podcast. l'insulter, Bien. si jamais il spoil ou pas? Non, bah non. Bah Bien- bouge tes oreilles. bien plus que 30 secondes. Tu mets 2 patates et puis c'est bon. Tu mets deux saucisses, deux duos là d'ailleurs d'Annecy dans les oreilles puis c'est bon. Alors vas-y. Donc voilà, donc Néo. c'était un work in progress. Donc évidemment, on n'a pas vu le film. Le film ne sort qu'en 2023. Donc c'est pas. On a un demain- mois de sortie ou pas du tout? Je crois que c'est prévu. Ils avaient dit que c'était juste avant le festival de l'année prochaine. Donc ça doit être en juin, D'accord. mai ou juin de l'année prochaine. Il faut réserver tout de suite si vous voulez avoir une place. Ah oui, clairement. Il sera peut-être déjà sorti du coup. Donc bon, voilà. Ou autant ils vont nous faire la surprise. Par contre, le truc qui se passe, c'est qu'ils font le 2 et le 3, qui va s'appeler Beyond the Spider-Verse. Donc peut-être que au festival, on aura un aperçu du 3e. Les malins. Donc effectivement, il faudra quand même réserver son accred de bien en avance, tu vois. Et donc c'était un work in progress, on n'a pas vu énormément de choses, mais on a vu 2 grosses séquences. Une première qui était... j'ai eu un peu peur parce que c'était vraiment un vomi, entre guillemets, de couleurs, c'est tous les effets qu'il y a dans Spider-Man. Le moment que vous avez détesté le plus, s'il y en a un dans le premier, eh ben c'était ça, puissance 12 000. Et j'étais là, ouah, ça y est, ils ont trouvé que c'était incroyable de mettre des effets partout, des écarts de chroma, des trucs, machin, des effets de comics partout, machin et tout. Que ça y est, ils vont nous en mettre plein la sauce pendant 2 heures et on va tous avoir envie de vomir en sortant. T'as kiffé, à vous? Et en fait, j'ai trop kiffé. Et en fait, j'ai trop Il a kiffé. vomi, mais il a surkiffé. Parce que donc le principe donc de ce film, c'est que Across the Spider-Verse, ça veut dire qu'on va traverser les univers parallèles de Spider-Man, donc dans Les des multivers. époques différentes, les multivers exactement. Et que donc on va aller croiser leurs personnages dans parce que dans le premier en fait ils viennent déjà de dimensions différentes, que ce soit Spider-Woman, Spider-Cochon, voilà. Et là du coup on a eu Gwen Stacy du coup qui est la Spider-Woman en quelque sorte du premier. Et c'était une séquence avec elle du coup qui était dans le rendu très aquarelle, c'était ultra beau sur les, tu sais, t'as tous les décors et ils nous ont montré d'ailleurs un petit peu comment ils ont développé cette techno pour en fait générer les décors par l'aquarelle. Donc les décors en fait se dessinent, tu vois, c'est des gouttes d'aquarelle de couleurs qui se répandent comme ça et ça dessine les volumes des bâtiments. C'est vraiment super beau. Et donc dans les plans, quand t'as des plans fixes, en fait tu vois encore sur les murs l'eau de l'aquarelle qui coule. C'est vraiment, c'est très discret, mais ça rend le plan vivant et super beau, vraiment super beau. Et du coup, par effet de bord, t'as pas l'impression d'une démo technique à chaque changement d'univers? c'était un peu le cas du premier déjà, hein, je trouve. Il y avait quand même... alors, encore une fois, comme on a vu que 2 séquences, je sais pas si c'est effectivement un enchaînement de séquences différentes. Parce qu'on est quand même centré sur Miles Morales, qui était donc le personnage principal du premier. Qui lui est beaucoup plus dans un rendu plus classique, quand même un beau rendu bien 2D, step, comme il faut, animation en step, etc. On reste dans ce style d'ailleurs globalement. Mais voilà, ils nous ont vendu 240 personnages pour entre le 2 et le 3, hein, avec chacun leur... Quand même, ça fait 120... si on divise par 2, ça fait 120 personnages par... ça fait beaucoup. Ça va en fait faire film. des Funko Pop. Ah mais malin et bougre. Mais du coup voilà, je pense pas qu'il y aura autant d'univers, mais en tout cas c'est un peu dans cette direction que ça va, et donc ça va quand même être assez rafraîchissant, quoi. Ça va pas être comme le premier, mais c'était vraiment cool. Et ensuite, donc ça c'était la première séquence, donc c'était Gwen Stacy qui se tapait contre un mec un peu Léonard de Vinci, un espèce d'aigle, un mec sur un aigle, tu vois, en dessin comme ça sur un fond en carton, tu vois. Et c'était vraiment stylé. Et ensuite, on a vu donc une séquence avec Miles Morales et ses parents, où là, ils sont un peu plus attardés sur l'histoire et sur des choses que, voilà, je vais pas répandre pour éviter de trop en raconter. Et là, on retournait dans le style du premier, c'était beaucoup plus posé, et on retrouve, voilà. C'était une séquence de 45 minutes ou 1 heure? Le créneau était d'1 heure, mais après, les petites séquences, ça a dû durer, 5 minutes chacune, je dirais, quand même. D'accord. C'était pas mal, hein, on a vu pas mal de trucs. Et du coup, qui présentait, qui expliquait? Il y avait un workflow de présenter derrière ou Un workflow? Non, enfin, Carrément.
Un making-of Non, pas vraiment. Il y avait effectivement sur scène les trois réals. Ils nous ont présenté tous les producteurs, les scénaristes. Eux, ils étaient à LA, ils ont fait une vidéo pour nous. Mais en fait, non, c'était vraiment les trois réals, les trois co-réals du projet. Et donc, ils nous ont expliqué 2-3 trucs comme ça. Mais ils sont pas allés vraiment en détail. C'était pas un making-of non plus, quoi. Voilà. Donc, mais on était super hypés. Enfin, tout le monde avait l'air d'être vraiment ravi. Sauf nous, quoi. Voilà. Les gens dehors bien dégoûtés. Il y avait une queue de malade à l'extérieur, c'était impossible de rentrer. Oh oui, c'était fou, hein, c'était complètement fou. Alors pour ceux qui connaissent Annecy, c'était à Bonlieu, dans la grande salle, et il y avait la queue, je ne vous mens pas, jusque dans la rue. Ah ouais, non, c'était C'était incroyable. Et pourtant, pas mal de gens sont quand même rentrés, c'est ça qui était assez surprenant. Je finirai juste avec un truc, c'est le méchant principal, donc là, méga spoiler, je vous le dis ou pas les gars. Déjà, premièrement vous. Ouais, vas-y, on te casse la gueule après. D'accord. Et pour ceux qui ont pas envie de savoir, zapper un bon, allez, on va dire 30 secondes, je vais faire vite. Attention, 3, 2, 1, c'est maintenant. En fait, le méchant principal, c'est un mec qui est tout en blanc, avec des portails partout sur lui. Et ces portails, il peut les prendre, les envoyer, les détacher de son corps et tout. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, c'est un personnage pas fini et qui va se construire, en fait, au fur et à mesure de ce qui va lui arriver. Wow. Et donc, ça crée plein de scènes comme ça où le perso, tu vois, il tape dans le bide et puis t'as le point qui ressort par là-bas et qui tape en fait sa copine plutôt que de taper le méchant. Puis lui, il peut balancer des trucs et tout. C'est Portal, quoi. Portal et Moonlight. Moon Knight. Ouais. Et ils nous ont montré le design final. C'est vraiment impressionnant et vraiment très 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 cool celui-là pour le coup. Très bien, t'es merci. tellement hypé, ça fait envie de regarder. Et pourtant j'étais pas super hypé. J'étais content d'aller voir la suite, tu vois, mais j'étais pas non plus comme un ouf. Et là j'avoue que quand même ça a vraiment de la gueule quoi. Et tu mets du temps aussi à te c'est comme les Ghibli, quand tu regardes un Ghibli et que tu vois un Ghibli, oui. Pardon, et que tu vois un animé, tu vois, avec très peu de frames par seconde, tu mets du temps avant d'accepter le truc. T'as toujours l'impression de voir un peu un blocking, quoi. C'est assez rigolo. Voilà. Mais non, c'était trop bien. Évidemment, c'était trop bien. Bon, très bien. Voilà. On va passer après. Ça va être dur. Parce que vous avez vu quoi pendant ce temps-là? Eh ben écoute, moi pendant ce temps-là, je suis allé, puisque c'était quand même le pays à l'honneur, puisque à chaque fois systématiquement dans le festival de Nancy, il y a un pays à l'honneur. Eh bien cette année, c'était la Suisse. Et la Suisse, figurez-vous, moi j'ai découvert que c'était un gros pays d'animation. Pourtant, ça. Alors, désolé pour les auditeurs suisses, mais c'est un pays qui paye pas de mine, et avec tous les clichés qui sont derrière. Mais voilà, il y a moi je suis allé voir ce qu'ils appellent des cartes blanches, c'est-à-dire ils donnent une carte blanche à quelqu'un ou à une association ou peu importe, et qui vont choisir des différents courts-métrages ou moyens-métrages à montrer au public. Et je suis allé à carte blanche à Animatu. Alors qu'est-ce que c'est Animatu? Ce n'est pas du tout un festival où il y a uniquement des gifs avec des chats. Putain, je l'avais pas en plus. J'étais en train de me dire, oui, ils vont tout animer, machin. Non, pas du tout. C'est donc un festival qui se passe à Genève, je crois. Ah, je vais dire une connerie. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Dans les notes de l'émission, vous aurez tout ce qu'il faut pour aller voir ce festival. C'est donc un festival qui se passe en plus au mois d'octobre. Début octobre, qui s'appelle Animatu, et j'ai vu des choses complètement incroyables. Alors il n'y avait pas que de la CG, bien évidemment, mais il y avait beaucoup de sortes d'animations, comme parce que c'est Annecy, hein, il n'y a pas que de la CG, mais du coup c'était... Il y en a même très peu, hein, quand on a cherché les créneaux, c'est compliqué, pardon. C'est vrai, non, tu fais bien de le dire, mais c'est bien aussi, et je pense que c'est important, les gens qui font de la CG, de l'animation, du jeu ou quoi que ce soit, il faut aller voir les autres œuvres, les autres types d'animation. Je pense que c'est essentiel déjà pour sa culture et puis pour nourrir son imaginaire et son œil, etc. Et de voir, et d'un coup ça peut faire naître des idées, et je pense que tu vois très probablement des choses comme Spider-Man dans Spider-Verse, c'est ça. Ils ont eu j'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'aquarelle, j'ai parlé de crayonné, de crayonné. Non, mais il y avait des choses des choses très très intéressantes et qu'on pourrait très certainement pas faire en 3D. En CG. Donc voilà, il y avait plein de choses qui étaient très très jolies, très drôles, très un peu what the fuck. J'avoue que le dernier court-métrage était
très étrange. C'est un mélange de 2D, 3D, et puis c'est des animaux, etc. Puis les animaux ne parlent pas, puis ils se réunissent à un moment. C'est des animaux qui vont dans une ville. Hein, c'est voilà, c'est comme si c'était des anthropomorphiques. Et puis il y en a un qui travaille dans le bâtiment, il y en a un autre qui se balade avec un attaché case, il y en a bon. Et puis on s'aperçoit qu'en fait c'est des animaux qui sont un peu SDF ou quoi, qui travaillent mais qui sont pas dans une société, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de et qui se rejoignent la nuit chez un ours qui dort toute la journée mais qui ouvre sa maison la nuit, et ils se réunissent tous dans cette maison, et l'ours ne parle pas et leur fait à manger. Et à un moment, jusque-là ça ne parlait pas, et quand ils arrivent et qu'ils commencent à manger, ils commencent à parler, et en fait on s'aperçoit que c'est des gens comme si c'était des vraies personnes, et en fait ce court-métrage et qui te racontent leur vie complètement dingue, des gens drogués, des gens qui ont perdu leur travail en l'espace d'une semaine, enfin voilà. Et en fait c'était des témoignages de gens dans des justement des relais, enfin des trucs style la Croix-Rouge, etc., qui accueillent des SDF ou des gens de la rue et pour la nuit, etc. Donc des vrais témoignages, mais qui étaient posés sur des animaux anthropomorphiques avec un certain style, etc. Et c'était pas malaisant du tout, mais c'était étrange. Ouais. Et en même temps, il y avait une résonance avec les personnages, l'animal choisi, la manière dont il était, etc., dont il était animé et tout ça. Et c'était totalement dingue, et ça donnait une dimension encore, j'ai envie de dire presque encore plus humaine, que ce soit des animaux qui parlent comme ça, enfin voilà, qui fassent ces témoignages, et c'était totalement incroyable. Tu te souviens de son nom ? La Nuit de l'ours. C'est futé quand même. C'est très futé. Alors, et en plus, c'est un court-métrage qui date de 2012. Donc, si vous avez l'occasion, je ne sais absolument pas s'il est sur YouTube, Vimeo et autres. Mais, oui, c'est ça. Tu l'as trouvé. C'est la bande-annonce sur YouTube pour le moment. Voilà. Mais je vais voir si je le trouve en entier. Et si on le trouve, on le mettra dans les notes de l'émission. Bah, je l'ai là, 7 minutes 48. Oui, c'est possible qu'il fasse 7 minutes 48, mais il me semblait que... Non, il dure 22 minutes. Ah oui, donc c'est pas celui-là. Voilà, donc c'est pas du tout celui-là. Okay. Mais bon, si vous avez l'occasion de le voir dans un court-métrage, enfin dans un comment dire, un festival de court-métrage, etc., allez-y. Et puis les autres aussi, hein, il y en avait d'autres, hein, bien évidemment. Moi, j'ai dit que ça, mais il y avait du coup... alors attendez, que je dise pas de bêtises, je les compte devant vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 courts-métrages. Ah oui, c'est une grosse... c'est combien de temps ça a duré ? Oh, ça a duré une bonne heure et demie. Ouais. Et c'était... et il y avait pas que ça. Enfin, je veux dire, c'était qu'un petit panel de ce qu'ils font à chaque fois dans ce festival Animatou. Et c'est animé avec des gens... par des gens passionnés. Moi, j'ai échangé quelques mots avec eux, et ils étaient vraiment passionnés de ce qu'ils font, et ils le font depuis longtemps, ce festival, depuis quelques dizaines d'années, et c'est, voilà, je pense que si vous avez pas quoi faire début octobre, eh ben, allez en Suisse, allez voir ce festival Animatou, parce que franchement, c'est incroyable. Voilà. Très bien. Sacrée session, du coup, quand même, hein, ça... Ouais, sacrée session, et ça voilà, ça fait changer de perspective, quoi. Vraiment, quand on fait de l'animation 3D, CG, premium, bidule, ça remet les pieds sur terre, et ça fait vraiment voir d'autres choses, et ça fait repenser beaucoup de styles graphiques. Et c'était pas une session de court-métrage long et chiant où on s'endort devant, quoi. Non. Il y a des longs-métrages, il y a des courts-métrages longs et chiants, Annecy Non. Jamais de la vie. Mais non. Non, court et chiant. Non, je plaisante, Il y a des courts et très bien aussi. Non, mais bien sûr. Non, mais là, c'était, ils avaient vraiment tous une spécificité. Il y avait vraiment tous, alors il y avait des choses qui étaient très speed, très machin, très, un peu à la Crumb, etc. Mais tous avaient leur intérêt. Okay. Vraiment. Tous avaient leur intérêt, leur rythme, etc. Mais surtout leur intérêt. Et Vincent, toi, tu faisais quoi pendant qu'ils voyaient des courts-métrages suisses ? Eh ben, j'étais pas très loin, j'étais au cinéma Pathé, à Contrechamp numéro 8, un long métrage algérien qui s'appelle comme ça, The Well of Oblivion, et qui était intéressant. Voilà. Comment vous dire? Ce genre de film. Vous n'avez pas vu sa tête. Ah, déjà, c'est dans Contrechamp, donc, on avait regardé avec Doc juste avant, pourquoi ça s'appelait comme ça, en fait. Et c'est vrai que c'est fait pour être des propositions alternatives, on va dire. Des choses avec des mises en scène un petit peu différentes, etc. Ouais.
Alors, en termes de narration, je suis un petit peu resté sur ma faim. Bon, moi, je suis un monsieur 3D, hein, j'adore le rendu. En termes de rendu, on était dans le domaine de la la prévise. La vidéo qu'on peut avoir dans certains jeux vidéo. Ah, d'accord. Des animatiques, ouais, des cinématiques des plutôt. cinématiques, ouais. Donc c'était pas mal, mais il y a vraiment des plans qui restaient un peu faciles. C'était de la mocap Non, je crois pas. Non, j'ai eu l'impression que c'était de la 3D temps réel à un moment donné. Ah oui, d'accord. Parce que c'était vachement faiblement polygonisé et, et les couleurs étaient très flattes. Okay. Il y avait des effets de transparence et tout ça, et beaucoup d'effets de lumière, pas réalistes, mais des effets de lumière. Mais ça donnait un effet, cinématique de jeu vidéo en 3D temps réel, comme on l'a pu voir il y a quelques années. L'ambiance du film a vachement fait penser à un vieux jeu qui s'appelait Ico. Ah oui, ok, oui. Parce c'est que sympa, c'était un quand peu même. inérique. Ouais, mais le jeu Ico est cool. J'ai presque eu envie de jouer à un moment donné. Et ce qui est drôle, c'est que dans le long métrage, il y a un moment donné où il y a 3 secondes de fondu au noir et il y a un loading qui apparaît. Quoi? Ouais. Et le film reprend après. Mais, du coup, tout le monde a rigolé dans la salle, bien entendu. Mais c'était. Alors, il y a un parti pris qui est volontaire là, du coup. Je pense, mais c'était vraiment un easter egg, limite, qui avait pas besoin d'être là dans le film. Ok. Et non, mais c'était vraiment curieux. Trop bizarre. Ah ouais. 1h10 de ça, je suis sorti, j'étais un petit peu troublé. Pourquoi? Parce que les personnages avaient pas beaucoup d'expression faciale, la narration était un peu compliquée à comprendre, c'était pas classique en termes de narration. Et puis ça finissait un peu en mode comment dirais-je, Bibi Pelcoyote, c'est-à-dire que dès les premières séquences t'avais compris ce qu'il allait se passer. Enfin, dès la première scène, t'avais compris comment le film allait terminer. Ok, donc, d'accord. Même pas de surprise, s'il y a pas de cliffhanger, t'es un peu déçu, quoi. Un petit peu. Du coup, voilà, ça durait un peu moins longtemps que tes courts-métrages. Du coup, j'en ai profité pour aller acheter une casquette. Bon, mais est-ce que bon, alors, on rigole, on ne se moque pas, on est bien d'accord. Hein, c'est Non. juste que des fois, oui, il y a des choses qui sont qui Non, ne te plaisent pas, qui ne plaisent pas en tout cas. Hein, on est bien d'accord. C'est con parce que tu vois cette image-là. Alors je suis en train de regarder une image sur le truc d'Annecy. C'est ça qui m'a appâté. Mais pareil, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça a l'air super stylé. Ça me fait penser à Journey aussi. Je sais pas si tu connais ce jeu. Ouais. Et en fait, j'avais pas vu que c'était algérien comme prod. Ouais. Et en fait, j'ai aucune connaissance de la santé du marché, du dynamisme de l'animation algérienne. Quoi. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, là, pour le coup, ils m'ont mis sur le cul, les mecs. Parce que si tu me dis, en Algérie, ils font de l'anime, non, en fait. Oui. Et après avoir vu ce film, je peux dire que oui, ils font de l'anime, et puis ils se déforment plutôt pas trop mal. Mm-hmm. Alors oui, c'était un long-métrage qui ressemblait à la cinématique. En même temps, c'était propre. J'ai rien à dire là-dessus. Ok. Donc il y avait quand même des bonnes petites qualités, quoi. Bon, j'irais pas voir ça au ciné avec les enfants, mais c'était propre. Oui, d'accord. C'était pas forcément peut-être non plus adressé à des enfants. Non, je pense pas. Ouais. Ok. Bah moi j'enchaîne du coup à mon tour. Alors du coup Néo, toi t'as vu aussi une carte blanche. Voilà, une autre carte blanche qui n'en était pas une, comme l'a dit son invité, puisque c'était Claude Barras. Pour ceux qui ne connaissent pas cet homme, eh bien il a fait La Vie de Courgette notamment. La Vie de Courgette. Ce petit long de métrage en stop motion, petit parce qu'il était court, il me semble, il devait faire 1h10 aussi, 1h20, un truc comme ça. Et donc comme il est suisse et que l'animation suisse est à l'honneur, il était donc invité et il avait, au lieu de choisir 8 films, il disait lui-même finalement on va pas choisir 8 films, on va montrer 8 de ses courts-métrages à lui, qu'il ait été soit réalisateur ou producteur, notamment avec Helium Films qui a l'air d'être sa boîte de production. J'ai pas eu le temps de vérifier, je suis désolé si c'est vraiment à lui ou pas. En tout cas, il a fait les films avec eux, c'est sûr. Et c'était vraiment c'était vraiment cool, c'était vraiment super bien. Très dark, très sombre. Il y a toujours des têtes coupées. C'est la thématique, voilà, il y a toujours des têtes coupées. Il y a un film qui s'appelle carrément Au pays des têtes. D'accord. Donc c'est une obsession. Je vous le pitch vite fait parce que le pitch est vraiment cool si vous arrivez à le trouver sur le net. Oui, si vous arrivez à le trouver sur le net, tout simplement. C'est une sorcière qui vit dans une tour et qui sa tête est accrochée au mur comme tu sais les têtes, comment on dit, les têtes réduites. Je sais plus dans quel pays ils font ça, mais c'est cette fameuse tête réduite suspendue par les cheveux, comme ça il y a plus que la tête là, comme dans Harry Potter dans le bus là. Il y a le petit Jamaïcain qui ou dans parle, Beetlejuice à la fin, voilà. Bref, et chacun donc ses rêves. elle a son serviteur qui joue de l'accordéon dans un cercueil fermé
Et à chaque fois, elle tape à la porte du cercueil, elle envoie son serviteur dans le village d'à côté couper la tête de quelqu'un, lui ramener, elle teste la tête, et il y a sa propre tête à elle qui regarde et qui dit non, ça lui va, c'est Pretty Woman, quoi. Ça te va ou ça te va pas, tu vois. C'est au lieu d'essayer un chapeau, elle essaie une tête, quoi. Oui, c'est ça. Et à chaque fois qu'elle met sa tête, elle prend le contrôle de la tête. Il y a les yeux qui s'ouvrent et tout, et ça devient sa propre tête à elle. D'accord. Et donc, il y a tout avec toujours ce rendu un peu pâte à modeler, stop motion. C'est de la stop mo, il fait que ça. Il y a eu un cours où c'était plus papier découpé dans cette technique-là, tu vois, qui était super mignon aussi. Celui-là, c'était très rapidement Alors c'était une tête coupée qui. Alors là, pour le coup, c'est le seul où il y en a pas. Mais c'est le chasseur et la fille, et en fait, il y a un chasseur qui veut aller chercher une pomme de l'autre côté, et il lance son couteau. Et en fait, il y a des gouttes au début. C'est très bizarre à expliquer parce que c'est un peu spécifique, mais il y a des gouttes en fait qui tombent au milieu du village à un moment donné, et les villageois essaient de mettre des parapluies et tout pour arrêter la pluie. Et en fait, quand ce chasseur va essayer d'aller chercher sa proie de l'autre côté de la rive de là où il a tiré, en fait, il se rend compte que la rive est créée par la petite qui pleure. Et en fait, plus elle pleure et plus l'eau monte. Et donc, du coup, au début, le chasseur est contre elle, tout le village est contre elle, etc. Ils finissent par essayer de la consoler. Oui, bien sûr, de la tuer surtout. Ah, d'accord. On reste dans Claude Barras, on reste dans des choses très joyeuses. C'est mon côté fleur bleue, oui. Et il se retrouve au bout d'un moment sur le toit, l'eau a tellement monté qu'il se retrouve sur le toit, juste au pied de la petite fille. Et là, il se rend compte qu'en fait, en consolant la petite fille, effectivement, voilà, elle arrête de pleurer et tout va mieux, voilà, etc. Voilà. Bref, le court-métrage des têtes, parce qu'au final, je partais là-dessus. Et donc, ils finissent par buter tout le village. Il y a aucune tête qui lui convient et tout. Et ça se finit où t'as toutes les têtes. Non, de la sorcière. Oui, je reviens surtout de la sorcière. Et t'as toutes les têtes qui se mettent à chanter à la fin, un peu à la Tim Burton, tu vois, cette ambiance un peu dark mais drôle, et en même temps c'est très malaisant parce que c'est des enfants qui ont les têtes coupées qui chantent, enfin c'est très d'accord. Et vraiment c'était excellent. Et donc ça a fini sur la présentation aussi d'un petit teaser pour Sauvage, qui va être son prochain long métrage, qui parle d'un petit enfant qui va dans la jungle et qui rencontre les autochtones de la jungle, et qui le trailer se termine sur des arbres qui tombent avec des bruits de machines derrière, voilà, donc on se doute que c'est l'humanité qui vient tout défoncer. Et voilà. Et c'était très intéressant parce qu'après il y a eu un petit Q&A, des petites questions-réponses, et puis en fait ce pauvre Claude Barras n'a pas l'air très heureux, en tout cas pas très optimiste plutôt par rapport à l'avenir de notre monde. Et il a essayé tant bien que mal que d'être positif, mais c'était très très drôle. C'était très drôle de voir que bon. Voilà, il va pas faire des films joyeux de toute sa vie. Il en faut aussi. Mais c'était super cool, ouais. C'était vraiment chouette. Et puis c'est des films en stop mo qui sont assez rigolos et en même temps qui parlent de choses sérieuses et tout. C'est pas fréquent, je trouve. C'est souvent à Annecy, c'est un peu les films qu'on a du mal à aller les voir. C'est des films en noir et blanc, écran d'épingle, sable animé, et les films en stop mo. C'est les 4 trucs où tu te dis, si j'ai pas passé une super nuit, je vais dormir pendant la séance, c'est sûr. Et là, c'était quand même vraiment sympa. C'est horrible de parler comme ça. Bravo, hein, bravo. Hein, non, mais faut dire ce qui est. C'est vrai que il y a des films. Du racisme anti-autre animation. Hein, je suis désolé. Il faut être prêt à les regarder. C'est vraiment quand c'est très lent, et tu sais, comme les films contemplatifs de manière générale. Tu prends du Terrence Malick ou du je ne sais qui, il y a des faut être bien réveillé parce que c'est t'es fatigué. Même Interstellar, je suis désolé. Même s'il est incroyable, si t'es pas réveillé, il y a des moments t'es là où tu piques du nez, quoi. Ah bah oui, mais bon. Tu le commences à 8h le soir. C'est mort. Tu finis ta nuit, enfin tu vas dormir direct, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Bah messieurs, c'est le moment de reparler de VR, je pense. Eh ben oui. C'est ce qu'on a vu ensemble, mon petit Djeko. Non, de XR. Donc tout ça, c'était la journée de lundi. Là, on passe sur la journée de mardi. Exactement. Donc vous inquiétez pas, on va pas faire aussi long que sur la première journée. Donc mardi matin, on va à cette conférence sur le XR, sur la XR. Sur la XR. Où on a vu différents panels avec différentes questions qui ont été posées. Comment on finance la XR, comment est financée la XR. Qui finance encore ? C'était la question. Qui finance encore la qui finance XR encore ? La question a été posée, mais pas vraiment répondue. D'accord. Okay. Alors, merde. Si plus ou moins par des VC, des venture capitalistes. Merci. Putain, ça veut dire quoi ça ? En fait, c'est des investisseurs privés
des gens qui vont non mais c'est ça des gens qui vont financer, c'est leur boulot en fait, ils vont financer des startups qui vont financer ce genre de choses parce qu'ils croient en eux quoi, voilà, c'est ça. simplement. On en revient à la conversation de tout à l'heure. Aujourd'hui il y a un marché qui est en fabrication avec des gens qui sont pas encore habitués à à consommer ce type de médias. Du coup ça se cherche un petit peu et effectivement c'est peut-être pas demain tout de suite là que Disney va se lancer dans la XR pour faire sa prochaine narration. Par contre, il y a des choses qui ont été expérimentées qui sont assez cool. Tu sais ce que je trouve, pardon, je voulais juste rebondir. Tu sais ce qui est aussi compliqué par rapport au marché, c'est que moi qui ai un casque par exemple, je trouve que ça demande un deuxième effort derrière quand tu dois acheter le film. Ouais, tout à fait. Il faudrait une espèce de Netflix de la VR, tu vois, et évidemment une démocratisation du casque. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus une façon de consommer d'aller acheter un court-métrage. Tu vas acheter un jeu, encore, ça peut se faire, même sur Steam, hein, tu vois. Tu vas louer un film. Mais et encore la VOD, je connais pas beaucoup de gens qui font véritablement de la VOD. Il y en a. J'ai un cousin aux États-Unis qui s'appelle John Streaming. qui me passe beaucoup de films de temps en temps. Non. Par contre, il n'y a pas de plateforme streaming en VR à ma connaissance. En VR, je ne crois pas. Non, mais tu as raison, mais justement, ils en parlaient aussi de la diffusion de. Alors apparemment, il y a Arte qui fait pas mal de choses en VR et en AR. Le deuxième que j'ai vu était un d'Arte justement. Voilà, notamment des concerts. Et ils parlaient justement de. Il y avait. Ah oui. Parce que l'expérience est géniale, parce que bien sûr. C'est une vraie. Enfin, c'est justifié de vivre un concert de cette manière-là. Et du coup, toi, ça leur permet de vendre des milliers de tickets gratos aussi. Ouais, toi qui as un casque, quand tu l'as eu, t'as commencé à chercher du média, du coup, t'as réussi à trouver des trucs intéressants? Bah non, parce que c'était il y a 3 ans, je crois. Ouais, c'était à 3 ans, je l'avais pris pour Beat Saber en particulier. Et non, finalement, ce que je trouvais plus à l'époque, c'était des expériences interactives. Par exemple, l'alunissage de Apollo 11, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'était incroyable pour le coup, tu vois. Techniquement, ça valait pas un copec. Mais alors, l'expérience d'être dans la fusée, d'atterrir et tout, parce que c'est toi qui devais atterrir sans te cracher, machin. Mais après, en termes de film pur, j'avais beaucoup de mal à trouver. Beaucoup de mal. Après, je savais peut-être pas où chercher. Moi, je regardais sur Steam principalement, tu vois, mais après... Mais j'ai même eu plus de facilité à trouver du porn qu'à trouver du donc ouais, c'est dire à quel point c'est difficile en fait d'en trouver, je trouve. Mais justement, alors aujourd'hui ça a changé, ça fait 2 ans que j'ai pas dû regarder de moi-même. Ouais, non, mais ils en parlaient justement. Il y avait des créateurs, des producteurs qui avaient leur studio et qui font ça. Visiblement, il y en a quand même pas mal au niveau pub, au niveau concert, au niveau expérience immersive, au niveau narratif aussi. Mais après, c'est pour par exemple, il y en avait un qui avait fait toute une expérience sur Paul Klee, le plasticien, et justement, il expliquait que c'était pour une exposition. Donc pour ce genre de choses qu'ils appellent le LBE, je crois, Locally Based Experiments. Exactement. Je crois que c'est ça, ou Experience, si j'ai pas de conneries, mais vous chercherez. Voilà. Donc voilà, pour des choses qui sont vraiment locales. Donc c'est-à-dire que on va se balader en VR dans je dis n'importe quoi, mais le temps que Notre-Dame soit reconstruite, on pourrait très bien se rebalader dans Notre-Dame en casque de VR à l'intérieur de Notre-Dame. Enfin, je veux dire, voilà. Bien sûr, mais ça c'était de toute façon c'était déjà un objectif dès le départ de la VR, notamment pour toutes les personnes qui sont handicapées ou qui peuvent pas forcément se déplacer, etc. Ouais. De pouvoir eux aussi leur donner accès à la culture de manière très facile. En tout cas, pas économique, mais en tout cas plus facilement, où tu peux vraiment te déplacer comme tu veux, entre guillemets. C'est pas délicat de dire ça comme ça, mais voilà, au moins tu peux aller dans tout le musée et forcément, et même aller ailleurs dans d'autres pays. Mais moi, c'est ce qui m'intrigue. Enfin, je comprends pas comment ça s'est pas installé beaucoup plus vite dans le mobilier, enfin dans l'immobilier, pardon, et dans les agences de voyage. Alors, dans l'immobilier, il y a énormément de 360, mais les gens les utilisent directement sur leur téléphone portable, parce que quand tu cherches une annonce immobilière, tu le fais avec ton téléphone. Enfin, en VR, quoi. Éventuellement, ton iPad, c'était friqué, ou sur ton PC, parce que t'as pas de bons yeux. Mais grosso modo, tu affiches ton image 360 embed dans un site web, et en fait, peu de monde dispose de casques de réalité alors que ce serait trop bien. Tu vas acheter une maison
sur un truc comme ça. Ouais. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir envoyer avec son app, tu sais, tu fais un swap vers le haut directement. Et tu l'envoies dans ton casque. Tu mets ton casque sur la tête, t'as pas besoin de le paramétrer parce qu'il sait où il est, et à ce moment-là, tu vis l'expérience correctement. Mais c'était ce que voulait faire Google VR pendant un moment avec le cardboard et tout, là. Ça existe plus trop, ce machin-là, de mettre son téléphone dans son... Ça existe encore. Ça existe encore. Après, bon, c'est juste une manière de regarder de la VR parce que t'as tout le monde un téléphone dans sa main et le cardboard, il coûte que dalle, quoi. Bah, du coup, ça aurait pu être super pratique pour ça. Oui, puis le cardboard, il ressemble à une charentaise, une charentaise sur la tête. Donc, un Nintendo Labo, là, tu sais, le truc en carton. C'est plus confort, quand même, un Oculus Quest, hein. Oui, puis ça sent moins les pieds, peut-être. Bon, bref. Mais, non, mais en plus, les casques de VR sont de moins en moins chers. Et de mieux en mieux. Enfin, je veux dire, le rapport qualité-prix est Par contre, on en trouve est beaucoup assez... chez Cash Converter, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais, ça c'est... Les gens s'en débarrassent vite. Ouais. Bah parce que ça change de technologie, ça change de génération, entre guillemets, et que du coup, ils rachètent le nouveau. Le prochain. Ouais, parce ça, que ça pour le doit moment, être ça. c'était que les geeks... c'était ceux qui étaient vraiment passionnés, quoi, qui achetaient ça, quoi. Oui, et puis donc t'as toujours envie du nouveau, forcément. Alors il y a des formations aussi qui se font en VR, etc. Donc ou des par exemple des simulations d'entretien d'embauche. C'est con, mais j'ai déjà vu ça pour des gens qui font de la reconversion professionnelle, par exemple. C'est utilisé aussi. D'accord. Donc pour être en situation d'interview, etc. Bah il y a voilà, il y a pas mal de formations qui sont faites en délocalisé, c'est-à-dire que tous les auditeurs de la formation sont à des endroits différents, dans leur chambre, chez eux, dans différents pays ou dans différentes villes, et t'as le prof qui interagit et tout le monde se rassemble dans une unité de lieu, et c'est beaucoup plus vivant. Et ça fonctionne beaucoup plus que d'être ensemble sur un Discord en vocal. Oui, ou sur Zoom. Ouais. Et si on en faisait un espace immense où on pouvait faire plein de choses? Genre Ce serait pas un petit peu méta? Genre méta, ouais, bizarrement, ouais. Bon. Ouais. Non mais voilà, dans cette conférence, voilà, il parlait de financement, il parlait de comment faire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait, il parlait de la formation VR aussi, de quel type de justement d'artistes qu'est-ce que les entreprises qui fabriquent de la XR et de la VR ont en attente de compétences, en fait. C'est ça. Quel est le type de compétences qu'ils souhaitent avoir? Et si, grosso modo, ça s'adresse un petit peu aux étudiants qui étaient dans la salle. Il n'y avait pas d'étudiants dans la salle, je pense. Si tu te poses la question, est-ce que oui ou non tu dois t'intéresser un petit peu à la VR? Qu'est-ce que je dois apprendre? Finalement, pas grand chose, si ce n'est qu'il faut apprendre à se remonter les branches. Ouais. Pour sortir regarder les doigts. Un petit peu comment exploiter en fait le contenu que tu vas produire, que ce soit en 3D temps réel ou en 3D rendu classique en 360, parce que effectivement pour l'instant il n'y a pas d'outil prêt sur étagère que tu peux acheter comme ça, il faut que tu manipules un petit peu, et manipuler parfois c'est ouvrir je sais pas Sublime Text ou Notepad++, faire un petit peu de code et puis le mettre directement dans l'Oculus. C'est pas méchant, mais effectivement c'est différent des usages qu'on a aujourd'hui dans l'anime, et c'est encore plus technique que la 3D finalement. C'est pas technique. Ouais, c'est pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que les c'est animateurs 2D, quand on leur a demandé de faire de la 3D, il a fallu se mettre à l'ordinateur. Et maintenant, les gens qui font de l'ordinateur, il faut qu'ils se mettent à encore un peu plus de code et de choses comme ça. Non, parce que si t'es animateur, c'est vraiment du script et. Okay. Mais si t'es animateur, tu vas animer en 3D. Enfin, je veux dire, tu vas animer comme. D'ailleurs, tu dois animer sous 3ds Max, Maya, etc. Okay. Et même, alors. Et justement, il parlait aussi de Unity et Unreal, et que justement le temps réel permettait d'utiliser surtout les technologies VR et AR. Donc c'est peut-être plus au niveau des softs qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut comprendre un petit peu la manière d'utilisation de leur utilisation par rapport à Unity et Unreal. Et à partir du moment où on a déjà ce background-là, je pense qu'on peut beaucoup plus rentrer dans des entreprises de VR et d'AR. Et de toute façon, tous disaient c'est le bac à sable, c'est on expérimente, c'est du prototype. Donc ça bidouille, ça cherche, ça machin, ça marche avec 3 bouts de ficelle, on touche plus à rien. Et chaque projet est une nouvelle expérimentation, chaque projet est un nouveau prototype. C'est pas on va réutiliser le même pipe, on va réutiliser les mêmes choses qu'on a utilisées sur le projet d'avant, parce que rien n'est pareil et rien n'est standardisé, etc. C'est là où on voit que c'est encore balbutiant. Et ça repose la question de la pérennité des médias, et ça repose la question de comment tu fais pour empêcher quelqu'un
qui a une expérience de qualité, par exemple en anime, dans un truc où effectivement c'est un peu plus R&D. Comment tu les fais travailler ensemble et comment tu finalement permets à cette industrie d'avancer et enfin alimenter les moulins à eau pour que de plus en plus tes médias deviennent intéressants et que du coup il y ait de plus en plus de gens qui achètent des casques et dépensent du fric pour consommer du média, etc., etc. Donc à un moment donné, le passage à la formation c'est obligé. Et il faut peut-être pas en avoir peur parce que c'est pas. Moi je l'utilise au quotidien la VR pour faire de la revue de scène 3D et honnêtement c'est pas compliqué de faire une image qui rentre dans un casque. C'est juste un workflow un petit peu différent. Plutôt que de l'envoyer sur un display plat, je l'envoie dans un casque et puis je mets mon casque sur la tête et je suis content. Et en avant-gagnant. Et ça me sert à. C'était quand même orienté animation. Oui, c'était très tout ça. Ouais, ok. Oui, c'était. Voilà, c'était. Ça paraît très technique comme ça de l'extérieur. Ouais, mais il parlait. C'est ma faute, Et alors, non, mais en plus, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le vocabulaire, c'est-à-dire qu'il parlait pas de film, il parlait pas de jeu, mais il parlait essentiellement d'expérience. Et même d'expérience narrative. Et alors, d'expérience narrative, d'expérience interactive, du coup, c'était des jeux. Oui, parce que c'est d'autres termes pour dire la même chose. Parce que c'est d'autres termes. C'est vachement intéressant. La sémantique là, elle est vachement intéressante. Tu trouves parce que on a l'expérience narrative où grosso modo c'est complètement linéaire et t'es spectateur d'un truc. Oui, c'est cool. Oui, mais c'est un film quoi. C'est un film en VR. Alors, non, c'est pas un film. Non, parce que c'est un film en VR. Non. Ouais, ok. Non, parce que tu es spectateur et en même temps, tu es spectateur et en même temps caméra. Ça dit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne peut pas se détacher du côté expérience. T'es forcément interactif puisque tu es dedans, en fait. Non, c'est pas interactif. Enfin, le seul truc interactif, c'est que tu tournes ta tête là où tu veux. Mais si tu peux pas dire que c'est un film. Tu peux intervenir dans ton film. Si tu peux pas dire que c'est un film, c'est parce que justement, j'ai l'impression qu'en fait, on se bat pour essayer d'en faire des films et c'est pas possible, en fait. Je pense faut en faire autre chose. Il se battait pas, justement. Pour moi, le film en VR, clairement est identifié comme étant la VR en 180 et pas en 360. Et du coup, tu peux bouger un peu ta tête, c'est cool, mais tu vas pas aller regarder derrière toi. D'accord, ouais. Il y a du film en 360 où du coup, ça a du sens de regarder derrière toi, mais en même temps, toutes les narrations ne se prêtent pas à demander à ton spectateur de tourner la tête. Ça serait cool, par exemple, dans une course-poursuite, de pouvoir regarder devant et derrière. Tu loupes un peu d'action, mais en même temps, tu vis le truc, quoi. Et en même temps, t'as un autre type qui est pas du film, qui porte un autre nom, qui n'est pas non plus du jeu vidéo, où t'as une expérience narrative avec des choix multiples, et tu peux peut-être y arriver de manière un peu discrète, ou même à peu près au même endroit, mais tu peux aussi faire un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, et puis aller dans un endroit complètement chelou. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est ça le truc, ce serait presque le rêve ultime, c'est de se faire une histoire tellement à branches multiples, mais ça demanderait un développement de 12 000 ans, tu vois. Mais il commence déjà à le faire, ce genre de choses. Plutôt que de regarder un film 1000 fois exactement les mêmes images, tu l'expérimenterais de manière un petit peu différente. Eh ben, un petit peu comme l'épisode de Black Mirror. Alors moi j'allais dire c'est ce qu'a fait Glenn Keane avec son court-métrage Duet, où en fait tu suivais soit le garçon soit la fille. C'est vrai. Et c'était deux persos qui dansaient, tu vois, et qui partaient d'un arbre et tout machin. Et en fait à un moment donné les deux se séparent. Et c'était tu pouvais le regarder sur YouTube, mais tu pouvais aussi le regarder avec ton téléphone. C'était pas vraiment de la VR. C'est de l'AR, quoi. C'est une espèce d'AR. Hein. Ouais. L'AR, c'est quand ça s'imprime sur la réalité. Bah non, c'est pour ça, c'est pas ça. Ouais. C'est juste, tu pouvais te balader dans l'image, quoi, globalement. T'avais une fenêtre que t'as ton tel. Et quand tu mettais le cadre. Exactement, c'est toi qui cadre. C'est exactement ça. Et donc quand tu suis le garçon, la petite elle fait son affaire, tu vois, et tu sais pas trop, puis tu le revois une deuxième fois, hop, tu suis la petite fille finalement. Puis la troisième fois, t'as envie d'aller voir un peu les deux, etc. Tu peux devenir complètement schizo en mettant un bouton frame sur la fille, un coup sur le garçon. Après tu prends deux téléphones. Mais c'était un ersatz, c'était un début de ça, tu vois. Ouais, non mais c'était un début de ce truc. Alors, on va pas aller plus loin parce que on va avoir des invités qui vont nous parler de VR et d'AR, etc. Donc on a rencontré à cette conférence et qu'on a invité et qui était ravi puisque il y a alors il y avait un gars qui était de Suisse et un autre qui était de Valence, et donc Valence c'est à côté de Montpellier et ça tombe bien parce que c'est là que nous sommes basés. Donc du coup ils viendront et ils nous expliqueront un petit peu mieux justement techniquement, artistiquement, etc. tout ce qu'ils font. Et puis on débattra et voilà. Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un avion? Non, c'est Superman. J'ai très faim. Alors en parlant de Man, justement, moi un autre super-héros que je suis allé voir, c'est Renderman. Puisque t'as vu la transition? Il a pas encore eu son film Marvel lui. La tipote avec la cape, là, tu la connais? Puisqu'il y a eu justement, alors moi j'ai assisté à une démo, une petite conférence sur exprimer sa créativité avec
Renderman. Alors c'était quoi ? Bah J'adore c'était le titre ronflant. le Ouais, titre ça a était l'air ronflant, mais incroyable. c'était comme d'habitude à Annecy la présentation du nouveau Renderman. Donc là c'était le Renderman numéro 24. Alors T'as eu qu'est-ce une qu'il y a petite Non. Ah oui. Je suis dégoûté, il y en Ça, avait c'est que honteux, 3 distribués et Ah ouais. j'ai pas réussi à en avoir une. Mais je vais essayer d'en piquer une à quelqu'un pendant qu'il sera en train de dormir sur le paquet. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Renderman 24 ? J'ai appris que par exemple ils avaient un denoiser en intelligence artificielle. Oh, celui d'Intel, par exemple. Je ne sais pas. Bah mince, alors, c'est direct. Oups. Mais en tout cas Qu'est-ce que tu sous-entends ? C'est-à-dire que c'est le même, en fait ils se sont inspirés, Non, ils l'ont acheté. Intel a développé un truc comme ça, là. En fait, c'est du denoising GPU directement intégré dans les nouvelles RTX. Et du coup, il faut juste débloquer la feature dans ton soft et ça fait... Non, mais là Sauf apparemment si c'était c'est une IA spécifique à Renderman. Là, Alors, ça changerait un peu la donne. probablement puisque c'était fait par Disney. C'était Disney Research, donc je ne sais pas. Alors oui, bon, dans ce cas-là, si c'est Disney Research, d'accord. Voilà. Je ferme ma bouche, je te laisse continuer. Et en tout cas, il disait que le denoising se faisait 40% plus rapidement que de manière traditionnelle, Alors, on va dire. Donc, Du coup, les mecs, Oui, je suis désolé, j'écoute. c'est un petit peu mon non, mais sujet, vas-y, ça. vas-y. Vous savez à quoi ça sert le denoiser pour nous, là, au quotidien, dans la prod d'anime? Alors À moi, recréer des images. Alors moi, depuis longtemps, Complètement. ce qu'on me disait, c'était que c'était pour enlever le bruit de l'image, donc Ouais. voilà, la nettoyer en quelque sorte. Ouais, mais sauf que là, tu cherches pas à nettoyer quelque chose qui est cracra parce que t'as zappé ton rendu. Non. En fait, tu vas lancer un certain nombre de rayons pour avoir une image à peu près potable, tu vas lancer ton denoiser et t'auras une image parfaite. Parce que le denoiser, avec son IA, va halluciner les pixels qui manquent, grosso modo. Halluciné. Oui, halluciner, c'est le terme. D'accord. Très bien. Il va imaginer, halluciner les pixels qui manquent dans ton Ah image. oui, c'est excellent. ok. Et en fait, le truc qui est génial, c'est que tu pourrais très bien demander à ton moteur de rendu d'attendre suffisamment longtemps pour avoir une image sans bruit. Sauf qu'en fait, tu gagnes du temps en faisant ça. Bah, tu dépenses du gigahertz de malade. Mets ton IA Du gigahertz. Parce que Du gigahertz, tes pardon. CPU, Oui. tes GPU, quand Oui, ils font oui, l'image, oui, bien ils sûr, bien sûr, fonctionnent, bien ils font du... ouais, bref. Ça calcule. Et là, l'IA, en fait, comme elle est entraînée, elle dépense moins de gigahertz pour atteindre ce niveau de finesse dans ton image. Ah putain, ok. Donc la conséquence, c'est quoi? Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps de machine, en fait. Tu gagnes du temps et de l'argent. et de ouais, ensemble, ouais. ouais. Tu gagnes du temps. Ouais. C'est win-win de tous les sens. Alors Ah, c'est évidemment, trop bien. t'as pas une image qui est juste d'un point de vue ray tracing. Tu cherches pas forcément à faire ça quand tu fais de l'anime d'abord. Et c'est cool parce que du coup, on va pouvoir aller plus loin avec le même type de machine. Ah, t'as pas besoin de changer le matos, ouais. Voilà. Putain. Plus loin et plus Mais vite. l'IA, elle Voilà, prend voilà. pas de l'énergie. Enfin, elle prend pas de l'énergie. Elle en prend de l'énergie, mais elle- elle en prend moins qu'un moteur de rendu qui calcule en brute force une image. D'accord. Ok. Putain, c'est fou ça. Et Voilà. il faut l'alimenter. Faut l'alimenter en Ouais, data. ça s'entraîne. Bah, ouais. si Disney Research a sorti un truc spécifique, c'est sans doute qu'ils ont entraîné un réseau de neurones un peu velu pour Ouais. fabriquer son truc. Avec Ok. de grandes oreilles. J'ai appris aussi C'est le que rond. grâce à Renderman 24, grâce à Renderman 24, eh ben les âmes dans Soul, vous savez quand ils sont dans le, vous l'avez vu Soul, Ouais. quand ils sont dans le justement dans le monde des âmes, enfin quand ils sont morts, etc. Oh spoilers. Non mais vous l'avez vu. Eh ben en fait Les c'était âmes, des volumétriques qui n'avaient pas de texture. C'était pas du tout Tu du parles polygone, tu c'était parles vraiment. des petits bonhommes qui n'ont pas encore trouvé leur dernière pièce pour C'est devenir ça. des êtres humains. C'est ça. Ou quand le protagoniste est mort et du coup son âme. Mais c'est pas le passage dans les escaliers, dans le néant, c'est le passage non, dans non. l'espèce de paradis C'est des ça, âmes. exactement. Ouais, ok, d'accord, ouais. Non, par Et donc, volumétrique, c'était du SSS ou... Ben non, apparemment c'était comme si c'était comme pour les lumières volumétriques en fait. C'est-à-dire avec comme une espèce de fog, etc. Y a Donc pas il n'y avait pas de quoi. polygone en fait. Oh, wow, ok. Exactement. Donc c'était du point... comment ça s'appelle ce truc là? Point cloud. Point cloud peut-être, Ouais, oui, je pas sais du pas, point cloud, du ça cloud doit être point. Alors je vous avoue que là, il y en ça, a, oui. il y en a qui vont nous dire mais non mais les mecs vous Qu'est-ce êtes qu'ils pas à sont la page et C'est tout que ça. c'est Enfin bref, boulot. voilà. Donc ça c'était une espèce de Voxel quelque chose. Ah, j'ai oublié le terme. Ouais, trop tard. potentiellement. Donc ça, c'était pour Saul. Dans le magasin de Toy Story 4, vous vous souvenez le magasin d'antiquité? Elle est Ouais. démentielle cette scène. Alors, Ouais. elle est démentielle. Est-ce Il y a que vous savez énormément combien? d'assets. Alors, combien est-ce qu'il y avait de props
dedans. Oh Combien là. est-ce qu'il y avait d'assets que RenderMan 24 a pu calculer? Il y Alors, avait- grâce à RenderMan 24 et grâce à USD, à la technologie USD, très certainement on fera une émission dessus. USD, tu veux dire? Oui. Ouais, d'accord. Oui, excuse-moi. Donc, je pense qu'il y avait un peu d'instances quand même. Oui, Mais la scène devait potentiellement. être balèze, et surtout il y avait beaucoup d'interréflexions dans tous les sens. Il y avait beaucoup de transmissions, parce qu'il y avait beaucoup de trucs en verre avec des tasses. Des On machins, est de la d'accord, porcelaine. Ça mais il y devait- avait ça plus Ça de, devait être une scène de malade à rendre. il y avait plus de 10 000 assets. 10 000 props. Ah, Voilà. putain. Ouais. Donc, Il y a un voilà, couple mais qui s'amusait à que... les poser les uns à les autres. Bah ouais, 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 mais ouais. j'imagine, ouais. Ça doit être Non, marrant, je pense qu'il y a eu un peu d'Houdini quand même là, par là-dessus. Je me demande quelle taille ça fait une base de données pareille, en termes de poids fichier. Ouh, alors, bah justement, en termes de poids, de rapidité de calcul, etc. Dans RenderMan 24, il y a une fonction qui s'appelle le Live Stats qui te permet de voir en temps réel donc les statistiques de ta scène, de voir combien t'as de polygones affichés. Alors bon, ça vous allez me dire bah oui, mais ça on l'a Maya le dans faisait Maya. déjà, bah Voilà, oui. merci. Oui, mais justement tout ce qui est la vitesse de rendu, la vitesse de Oui. oui, non, mais bien sûr. Non, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de stats qui sont faits. Ils ont fait un gros boulot là-dessus pour avoir justement des retours sur sur la lourdeur Mais des c'est- scènes. Attends, tu Moi, veux dire j'adore. qu'ils ont attendu RenderMan 24 pour le faire? Non, mais en tout cas, alors ils ont pas attendu RenderMan 24 pour le faire parce que pour le faire, en retour et d'avoir un backlog qui te dit voilà, ça marche comme ça. Mais là, c'est le côté live, c'est-à-dire que tu tu l'as bouges encore. quelque Ah, chose. oui. Et tu vois effectivement Sur quoi tu joues, en sur fait. quoi tu joues Ouais, pour avec ton clipping, alléger ta plus le scène, champ de etc. caméra, Exactement. Il va éventuellement des systèmes d'instance ou bitmapping. Ce genre de choses. Alors il est pas rentré dans le détail. Il est pas rentré dans le détail. L'ami Dylan qui présente systématiquement RenderMan. Moi, ça fait 10 ans que j'y vais et ça fait 10 ans que j'y vais et 10 ans que c'est le même. Donc et puis il bouge pas. Hein, il doit être conservé dans le formal. Mais en tout cas, il est adorable. 24. Hein? RenderMan 24. 24, ouais. Ouais. Je crois que c'est le même depuis 24 ans. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait 20 ans. Et il a fêté ses 20 ans Wow. de boîte. Il lui manque 4 camarade. potes. Il lui manque 4 et puis ils utilisent aussi un procédé qui s'appelle le XPU, c'est-à-dire qui va mixer le GPU et le CPU. Ah, ça, c'est le nouveau truc maintenant. C'est le On nouveau va mettre truc. X partout Exactement. pour mixer les techniques, quoi. Exactement. Non, mais ça se fait pas déjà dans d'autres moteurs de rendu. ça? Alors ça se fait déjà, mais en tout cas là, ils arrivent à faire ça, enfin c'est ce qu'il nous a expliqué, et que du coup c'était 9 fois plus rapide que le RIS, donc l'ancien système avec lequel qu'ils utilisaient pour rendre leur avait scène parlé et sur calculer Piper tout du ça. RIS, On en non avait déjà parlé du RIS, mais du coup ils ne Ils sont à fond l'utiliseront optimisation, plus. en fait. Hein? Ils sont à fond optimisation. Oui, c'est-à-dire oui, ils que sont à fond optimisation, exactement. Les stats plus le denoiser plus ça, là. Ouais. XPU. XPU, ouais. Du coup, ça veut dire qu'ils sont en train de se préparer leur pipe pour les prochains écrans 8K, je sais pas quoi, HDR. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. En même temps, tu parlais de films, tu parles de Toy Story 4 et tout, enfin, c'est pas tout nouveau non plus, quoi. Non, mais il parlait aussi par exemple, par rapport à RenderMan 24, de Lucas. Et il prenait Ok. comme exemple, justement, Lucas pour Ouais, trop bien. pour la stylisation et un truc que, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la stylisation par exemple de la foam, donc de la l'écume. L'écume, merci, de la mousse, de l'écume sur les vagues, enfin via les vagues et sur la plage, ou quand il y avait un bateau qui avance, eh ben ça fait un petit peu comme dans les justement les dessins animés japonais, les Ghibli, etc., où on a une espèce d'écume derrière, de mouvement à l'arrière du bateau, avec des ovoïdes derrière qui font, et donc ils ont reconstruit Ouais, les tout petites ça, spirales, ils ont quoi. refait ce genre de choses via de la texture. Avec RenderMan 24 et c'était assez impressionnant, et c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué, et une fois qu'on le remarque et on fait ah ouais quand même, putain, ils sont allés jusque là. Donc c'est Oui, parce que tu dis c'est fait avec de la texture, mais ça ressemble pas à Wind Waker, ça ressemble à de la vraie 3D, ça ressemble à de l'eau Exactement. qui tourne, quoi. et c'est de la 3D, Bon, c'est vraiment ok. de la 3D. Enfin Une fois, voilà, j'irai donc, voir ça. c'est- Quelle est la collaboration qu'il y a entre je sais pas, les gens qui font l'animation de la mer chez Pixar et puis RenderMan directement, qui met une feature à l'intérieur d'un outil. Ah bah parce qu'ils en avaient besoin, donc ils ont demandé aux gars, puis les gars de RenderMan, ils ont fait bah oui, on va vous le faire les cocos.
Pourquoi ça te choque? C'est quand même leur truc à eux. C'est juste pour savoir. Parce que je rappelle que Randerman sort de chez Pixar. Est-ce que non, mais grosso modo, t'as l'équipe de dev et t'as l'équipe de prod. Oui. Et à quel endroit tu mets l'effort? Soit c'est l'équipe de prod qui se dit bon bah va sortir un peu les. Oui. On va y aller. Alors justement parce que c'était. Et ensuite tu demandes éventuellement des devs de reprendre le flambeau. Et en fait moi ce qui m'intéresse de savoir c'est à quel endroit comment tu conçois en fait la spécification d'une telle feature à l'intérieur d'un Randerman 24 et qu'ensuite tu donnes au mass market parce que finalement tu le vends parce que c'est un modèle économique pour payer les gens qui font la recherche. Et c'est exactement ce qu'il expliquait, c'est-à-dire que là le moteur de rendu était orienté par rapport à la stylisation que voulaient les réalisateurs pour tel ou tel film. Donc c'est pour ça qu'il prenait plusieurs exemples, il prenait Luca, il prenait Toy Story 4, il prenait Soul, parce que on a besoin de ça les gars. Comment on va pouvoir faire? Nous, on veut ça au niveau de notre narration, au niveau de notre visuel. Comment est-ce qu'on peut faire techniquement pour l'intégrer à Randerman, au moteur de rendu, et pour pouvoir le gérer au niveau des matériaux, au niveau de la lumière, etc. Il y a des effets et de l'intégration avec les autres outils du style Houdini, par exemple, puisqu'il expliquait que la simulation de la mer, justement, avec les vagues, l'eau était faite sous Houdini, mais l'écume était fait via Randerman. Donc avec des interactions avec Houdini, mais il y avait un pont et qu'il fallait que ça communique entre les deux, mais qu'en même temps il y ait cette stylisation un petit peu à la Ghibli. Donc tout ça mis ensemble, justement, il expliquait que c'était vraiment, et pour le coup, le terme ronflant de tout à l'heure, exprimer sa créativité avec Randerman, c'était vraiment, oui, je veux faire ça en termes créatifs. Je le demande à l'équipe de dev. Donc c'est vraiment ce qui demandait. Okay. Tu dépasses la technique et tu fais un truc magique. Moi, je trouve ça merveilleux. Mais c'est formidable. Talent, et effectivement, trouve, bien sûr. On en avait parlé dans Piper justement. On en parle beaucoup de ça. Piper, ça m'a mis sur le cul. L'émission est disponible à nos patriotes si vous avez envie de l'écouter, puisque pour ceux qui ne sont pas patriotes, ils ne le savent peut-être pas. Mais oui, c'est une émission cachée. Effectivement, c'est un super beau cours et on avait parlé un petit peu de tout ça, et ça mettait vachement en avant justement ce côté, on dépasse la technique pour, et on a besoin d'un truc, on fait un court-métrage pendant qu'il y a Nemo qui se fait en même temps, et machin, et oh les gars, mais what the fuck, quoi. Parce que c'est un peu ça aussi, quand je t'entendais parler tout à l'heure, c'est un truc que j'aimerais beaucoup saisir justement chez eux, c'est comment c'est instauré dans leur façon de bosser, ce truc de se dire, bon les gars, on a besoin de ça, comment on fait, à qui on le demande, chez qui on le fait, avec quelle putain de thune, tu vois. Enfin... Ouais, non, c'est quoi le budget, c'est qui l'équipe, qui définit, comment ça se passe. Bon, après, ils sont nombreux, c'est clair que c'est pas comparable au genre de prod qu'on a. C'est pas des perdreaux de l'année non plus. Tu m'étonnes. Ils expliquaient aussi par rapport comment styliser les ombres dans Luca. Je sais pas si vous avez remarqué, dans Luca, il y a des ombres qui sont, on dirait, du crayonné. Ouais. Et en fait, c'est c'est pas du crayonné c'est du tout. Non, c'est pas du crayonné du tout. C'est un node particulier dans Randerman, qui, alors, techniquement, c'est un PXR, c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est le PXR Fringe qui permet de justement, au niveau des lignes et des arêtes, enfin de quand l'ombre s'arrête ou quand il y a un trait, même peu importe, ne serait-ce qu'un polygone, il montrait aussi ça, que ce soit comme un crayonné. Oui, mais je crois que c'est un peu ce qu'ils avaient utilisé sur... qui est une approximation un petit peu de la ligne, pardon. Voilà. Ouais. Il me semble que la texture autour des persos, tu sais, c'est des trucs un peu nébuleux comme ça, avec des petits points de partout. Et je me souviens avoir entendu cette explication pour le même genre de truc. Donc je pense que c'est un truc qu'ils ont réutilisé ou redéveloppé, ou tu as précisé de cette expérience-là. Potentiellement. Mais en tout cas, ça, c'est du calculé, c'est pas du dessiné et plaqué dessus avec un logiciel de compositing. C'était vraiment calculé comme ça et fait comme ça, et c'était assez impressionnant de voir la manière dont on pouvait justement le côté fringe, donc frange un petit peu mal terminé en fait, pas franc, pas une limite pas oui, claire, voilà. C'est moi qui suis pas clair. Je veux ma tartiflette. Non, ça va faire du bruit, tes conneries. Mais voilà, ils expliquaient qu'ils pouvaient justement
l'augmenter, enfin ils avaient un vrai contrôle dessus en plus. Donc c'était pas juste un truc un peu au hasard et puis ça marche bien, tant mieux, ça marche pas, bon bah c'est pas grave, on va couper un peu au comp. Ils avaient vraiment un énorme contrôle sur cette frange. Est-ce que tu sais si c'était une passe en plus ou ça sortait comme ça dans le rendu direct C'est une bonne question. Non, mais je pense que c'était dans la passe de Shadow, tout simplement. Ok. Non, c'était une question comme ça. Hein, non. Enfin, ça avait l'air. En tout cas, il est pas rentré dans les détails hyper techniques, mais en tout cas, voilà, c'était ça. Ok, Renderman, c'est un super moteur de rendu, blabla. Tu fais de la créativité, t'as une bonne idée, tu t'appelles Pixar et tu l'as, c'est ça? C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. En fait, au final, c'est un peu ça. Je suis un peu dégoûté, je m'appelle pas Pixar. Bah, oui. Non, ouais. Non, ça marche pas. Arrête. Ouais, heureusement, il s'appelle pas Thanos non plus. Et aussi, alors dernière feature importante de Renderman 24, c'était l'utilisation des Material X qui sont faits par Material X, Lamas, qui sont faits surtout par ILM et qui sont des matériaux, Lamas en tout cas, qui sont des un type de matériaux particulier. Après, c'est pareil, il est pas rentré dans les détails, mais en tout cas, qui permettait de faire d'autres choses en termes de texture. En tout cas, de texture surfacing, qui avait des choses vachement intéressantes en fait. J'ai pas compris, excuse-moi. Material X à l'intérieur de Renderman. Ouais. Donc ça, c'est une nouvelle feature. C'est-à-dire que elle est intégrée complètement. C'est pas, tu vas pas prendre un plugin pour le plugin Renderman qui permet d'utiliser Material X. C'est directement dedans. Du coup, aujourd'hui, on a des bases de données de Material X en prod, plus l'USD, ça voudrait dire que on pourrait se transporter du travail de surfacing un peu patate, de studio d'anime en studio d'anime sans perdre de qualité au niveau du rendu final. C'est ça. Que ça veut dire? C'est ça. Ok, super. Voilà. Moi, j'aime bien. C'est classe. Il y a des trucs qu'on peut pas faire avec Material X, mais la promesse que ça donne, c'est cool. Oui, mais en tout cas, voilà, quand tu les utilises... C'est la mise en place d'un standard qui permet à tous les moteurs de rendu, à un moment donné, le jour où ils les intégreront, d'être capables d'avoir exactement le même aspect d'un moteur de rendu à un autre. Modulo, les différences... Oui, bien sûr. Mais du coup, puis Material X ne demande qu'à s'étendre, peut-être. Tu vois? X, c'est pour XML ou rien à voir? On demandera bien évidemment aux gens de chez ILM quand ils viendront, hein les gars. Bon, c'était une conf vraiment remplie quoi. Vraiment, ouais, c'était toujours intéressant avec un petit court-métrage rigolo, un petit truc, beaucoup d'humour et j'avais l'impression beaucoup d'humour et quand même d'humilité. D'accord. Ouais. Il y avait quand même et puis fier quand même ils peuvent sans déconner. Bah oui, bien sûr. On vous met en URL toute la doc et l'aspect du Material X pour que, si jamais ça vous intéresse, de l'USD également, de Renderman 24, pour ceux que ça intéresse. Mais oui, on mettra ça aussi. Très bien. C'est parfait, c'est beau. Après quoi? Voilà. Et après quoi? Ah bah oui, après. Mais oui. Après, je suis allé, c'est encore moi qui m'y suis collé, mais je suis allé voir une conférence sur l'ONF. Alors ça n'a... Oui, l'Office National des Forêts. Non, pas du tout. L'organisation. L'Office national, l'Office du film, l'Office national du film. Je vais y arriver. Okay. Au Québec. Voilà, au Canada, pardon. Oh là là, je suis vraiment fatigué. En gros, je vous la fais courte parce que on est quand même à plus d'une heure d'émission. C'est le CNC. Le CNC en France, il va donner des budgets, il va allouer de l'argent, il va aider, etc. Un petit peu par-ci par-là. Là, c'est le CNC, mais fois 1 milliard. C'est-à-dire que là, ils ont carrément, ils ont des artistes à résidence qui vont faire des courts, des moyens et éventuellement des longs métrages et qu'ils vont aider quasiment de bout en bout. Donc en leur allouant des locaux, du matériel, en leur faisant des relations, etc., en leur faisant le marketing. Oui, enfin le marketing, c'est-à-dire que c'est justement l'ONF part avec les courts-métrages, puisqu'on on a vu quelques morceaux de courts-métrages de l'ONF de cette année, et il y en avait 5, 6 sur un an, donc c'est quand même
pas mal du tout, ils les emmènent dans les festivals et ils font la promo, etc. C'est un sigle que tu vois très 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 souvent à Annecy. Oui, c'est une espèce d'œil, on dirait quelqu'un qui tient un arc-en-ciel entre ses mains et en même temps quand on se rapproche ça fait un œil, enfin voilà. Et du coup donc concrètement aujourd'hui CNC ça donne des aides effectivement, mais là c'est plus pratique. Alors il y a les deux. C'est pratique et financier, budget, etc. Mais je pense qu'on en saura un peu plus parce que je suis allé les voir. Et donc on essaiera d'avoir une petite émission, petite capsule, un petit machin, justement cool. Pour en apprendre un peu plus sur ce système que nous n'avons pas finalement. Et même sur le CNC, hein. Ça serait cool d'en avoir une sur le CNC aussi. Le CNC également. Si le CNC nous entend. Mais ce serait vraiment intéressant parce que c'est quelque chose moi aussi que j'entends depuis toujours et c'est toujours un petit peu flou. On comprend pas très bien comment ça s'articule et quel est leur impact réel dans toutes les prods parce qu'ils en injectent quand même de l'argent. Ah bah systématiquement à la fin des génériques on va marquer voilà. CNC français. Donc, tout ça. Donc voilà. Puis maintenant ils se sont mis en plus dans chez les youtubeurs, les streamers, etc. Enfin, ça commence à aller dans et dans le jeu vidéo aussi. Dans le podcast, ils ont fait des choses. Oui, je crois. Pas. Oui. Ah oui, je crois. Il me semble que ceux qui ont fait des podcasts, tu sais, des histoires en fait en podcast. Ah, du podcast narratif. Les noms là ne me viennent plus du tout, mais que ce soit Cyprien, que ce soit Antoine Daniel, ou que ce soit même, j'ai oublié ce youtubeur. In the Panda, je suis pas sûr qu'ils étaient tous les trois. Je suis pas en train de dire qu'ils ont été financés par CNC. J'en ai absolument aucune idée. Mais il me semble avoir vu que dans ces podcasts-là, ça pouvait arriver. Ça pouvait en ça que ça commençait à mettre un petit peu YouTube ou podcast. Attention. Podcast. D'accord, ok. Ouais, bon, c'est uniquement. Écoute, on ira les voir au stand du MIFA. C'est vrai qu'en même temps, c'est censé être le centre national de la cinématographie. C'est ce que j'allais dire. C'est plus de l'image normalement. S'il n'y a pas d'image, c'est un peu chelou. Ouais, et en même temps, ils font du jeu vidéo. Je dis peut-être de la grosse merde. Veto là-dessus. On ira les voir au MIFA. Donc justement, voilà. Donc l'ONF, je pense qu'on aura un petit peu plus de précision quand on les aura avec nous, ses amis québécois. Je voulais juste ajouter que, en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils très 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 souvent quand même, ils sont derrière le sigle, il est derrière un film qui sort un peu du lot. Je veux dire, c'est pas parce que là, on a l'impression que c'est une espèce d'énorme machine à faire des films, mais mais à faire des films pas forcément lisses et dans la norme et voilà. Et ça, c'est cool. Voilà. Ouais. Et de ce que j'ai vu, en tout cas, des 5-6 courts-métrages qu'il y avait, en plus qu'ils ont montré en teasing, hein, c'était, on n'a pas vu les courts-métrages en entier. En tout cas, et il y en a un d'ailleurs en compétition, Flying Sailor, qui est une histoire complètement dingue. C'est des courts-métrages que j'avais envie de voir. Alors, c'était pas forcément que de la 3D, il y avait beaucoup de 2D, de stop-mo, etc. Mais c'était appealing, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de les voir. J'ai envie de les voir. Il y avait vraiment des choses. Et puis, il faut dire que le Canada, le Québec, ils ont un temps d'avance sur nous aussi. Là, il y avait par exemple une réalisatrice qui venait présenter ses courts-métrages, une série de. Il y avait 5 courts-métrages sur la masturbation féminine. Et c'est elle qui avait, et c'est elle qui avait déjà fait, bravo, tu te rappelles Woman in Animation? Donc et c'est elle qui avait déjà fait le court-métrage sur le clitoris, qui avait fait énormément de vues sur YouTube, entre autres. Donc voilà, donc c'est la même réalisatrice et qui a parlé, qui a expliqué sous son parcours, etc., sa démarche. Et c'était très, je veux dire, c'était naturel, quoi. On n'était pas, c'était pas YouPorn, pour dire les choses clairement. C'était vraiment, voilà, des expériences de femmes qui étaient racontées en court-métrage. C'est chouette qu'on utilise l'anime pour casser un tabou. Bien sûr. Et faire avancer. Et justement, c'est vraiment ce qu'elle voulait, faire. C'est le moyen de l'abstractiser, de le rendre le plus abstrait possible aussi, à l'image notamment. Donc ça paraît évident quand même de passer par ce média en premier, tu vois, que d'abord passer direct par un docu où tu te prends tout dans la tronche. Il faut avoir le culot de le faire, et puis en plus ça fait c'est clair. Trois courts-métrages qu'elle fait sur la thématique. 5, pardon. 5, ouais. Donc 5 qu'elle fait sur la thématique, du coup elle s'inscrit dans cette démarche-là, et donc, il faut avoir les ovaires pour le faire. C'est clair. C'est joliment dit. Donc voilà, ça c'était l'ONF. Et puis, on a fait le MIFA, bien évidemment, parce qu'il faut pas l'oublier. Annecy, c'est aussi le MIFA, le marché international du film d'animation. Tout à fait, monsieur Toc. Et il y a 2 parties, notamment au MIFA. Une partie qui est ouverte à tout le monde, qui est un peu plus, on va dire, orientée étudiants, qui peuvent amener leurs petites démos, parler à des studios. C'est là qu'il y a les goodies.
Et c'est là qu'il y a les goodies aussi. Ne le dis pas, ils vont tous y aller. Moi, j'ai toujours trouvé, tu vois, ça c'est marrant, le truc des goodies, depuis toujours, hein, on m'a toujours dit, ouais, Annecy, les goodies et machin. Je trouve que c'est un peu chiche de manière générale, hein. Tu pars avec un stylo et une gomme et voilà, quoi, tu vois. Voilà. Alors que je me souviens que les premières années où j'ai bossé dans ce milieu, je voyais des gens revenir, les sacs pleins, ouais, la valise remplie de t-shirts. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est la récession, ma Là, on a eu 3 tote bags, avec une affiche dedans et un stylo. Donc, c'est vrai que, voilà. Oh, tout de suite. Non, j'exagère, mais quand même. On a eu des pins. Donc, il y a des goodies, en tout cas, c'est sûr, mais c'était pour dire que c'est ouvert à, la première partie, donc, qui est ouverte aux étudiants, où il y a tous les studios, où il y a beaucoup de trucs comme Unreal, etc., machin. Des softs. Des softs, voilà, merci. Du hardware et du software. Ouais. Oui, du hardware aussi, exactement. Et en dessous, la partie du dessous, parce que c'est un préfabriqué, en fait, où il y a 2 étages, pour ceux qui connaissent pas forcément. Et c'est vraiment comme dans des festoches, hein, des stands les uns derrière les autres, comme ça. Et il y a en dessous, du coup, qui est beaucoup plus professionnel, où là, on a vraiment le sens marché. International. Voilà. Les étudiants, je crois qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, ou non. juste une fois. Oui, je crois qu'ils ont un jour d'autorisation pour aller. C'est vraiment l'endroit où on discute business, où on fait d'autres rencontres aussi. Il n'y a pas que de la vente de films ou de la vente de publications. Mm-hmm. Oui, mais après c'est des stands qui sont régionaux mais internationaux. C'est-à-dire qu'il y a le stand de l'Afrique du Sud, il y a le stand de l'Israël, du Japon, etc. Donc voilà, on peut aller voir aussi. Et ce qui est vachement intéressant, je trouve, du coup, et quand on est étudiant aussi, c'est pas mal d'aller voir, ou professionnel, mais c'est pas mal d'aller voir aussi ces stands pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, parce que on a en général on regarde ce que on fait en France, éventuellement ce que font les voisins un petit peu autour, un peu d'Espagne, un peu de Suisse, un peu de machin, et aux États-Unis, et États-Unis, Canada, voilà, mais ça s'arrête là. Mais là on peut aller voir justement qu'est-ce qui se passe en Turquie. Il y a de l'animation en Turquie. Ah tiens, au Chili aussi. L'Algérie, on n'était pas. Et c'est pareil, voilà. Non, il y a un truc qui est assez évident pour moi sur SMIFA. Ça fait un moment que je n'étais pas venu au Festival d'animation d'Annecy. J'ai découvert des pays qui ont popé, grosso modo. Mais ça existe. Qui avant ne faisaient pas d'animation. Peu, ouais. Tout à fait. Pas dans les festivals, je ne les voyais pas. Mm-hmm. Et là, ils sont visibles. Il y a une vraie exposition, ouais. La série qui a été réalisée, il y a du court qui a été réalisé, parfois du long. Alors, ok, les niveaux sont inégaux, en même temps, pourquoi pas. Oui, il y a des trucs cool, hein. Moi, j'ai vu des trucs en me baladant, je vois. Okay. Ouais, il y a des trucs cool. Il y a un tel besoin de médias, il y a un tel besoin aussi d'avoir de l'histoire localisée. C'est important pour l'identité des personnes. Et que oui, ça a tout son sens. Et le fait de pouvoir tous les voir au même endroit, au même moment pendant le festival, c'est un peu une photographie sur le marché de l'animation en général mondial. Je trouve ça assez cool de voir des pays qui étaient complètement random avant arriver avec des équipes, arriver avec des exemples de séries d'animes, avec leur manière de raconter l'histoire qui est complètement différente avec les pays classiques. Et puis qui racontent des fois des choses locales que nous on n'a pas, auxquelles on n'a pas accès. Enfin des mythologies, une mythologie mexicaine ou une mythologie chilienne ou argentine, et que d'un coup tu fais ah ouais, ça a l'air quand même pas mal. Puis avec un style, avec voilà, il y a aussi une couleur locale qu'il faut aller voir. Comme quand on va voir d'autres styles d'animation, c'est pareil, ça va exercer l'œil, ça va culturellement, on va en prendre aussi plein les mirettes. Je sais pas ce que ça peut donner, de la coproduction internationale avec plein de studios d'anime dans tous les sens là. Mais clairement, ils ont leur légitimité et leur couleur, leur truc à apporter, leur couleur culturelle dans l'anime. Je trouve qu'il y a bien sûr. Tu parlais de photos, du film d'animation, c'est marrant aussi parce que le truc au-dessus, la partie boîte en fait qui est présente aussi te montre vachement, je trouve. Chaque année, tu vois un peu les stands qui tournent. Tu vois là, il y avait, je sais pas, il y a 2 ans, il y avait peut-être pas 2 ans, mais il y a un moment donné, il y avait pas Fortiche. Là, il y a pas Illumination cette année, par exemple, alors que pourtant leur film est en cérémonie d'ouverture. C'est vrai qu'il y a pas Illumination. C'est assez rigolo, mais oui, c'est étonnant en fait. T'as des studios vraiment qui tournent et tu te rends compte ensuite de cette dynamique. Et alors moi, par exemple, il y a un studio énorme de super prod que je trouve vraiment grand. Tu vois, c'est un studio que j'entendais pas forcément parler quand j'ai commencé à l'animation. Ils ont vraiment explosé. Fortiche, pareil. Fortiche. Ils sont combien en ce moment, Superprod ?
Oh, ils en ont un ont paquet, hein. beaucoup de productions. C'est un des plus belles. C'est ouais. À Angoulême et Paris, et je crois que ça fait 9 ans qu'il existe ce studio, ou 8-9 ans, je crois. Et donc voilà, tout ça pour dire que t'avais Fortiche aussi qui avait un énorme stand évidemment avec des gros Kakemono Arcane qui attiraient tout le monde, et puis t'avais Unreal au fond. Là, t'avais Unreal au fond qui avait un truc énorme aussi. Enfin tu vois, il y a des gros mouvements comme ça, c'est assez marrant de voir ça là-bas. C'est voilà. toujours Après moi j'y passe pas ma vie non plus, c'est pas forcément un endroit dans lequel je passe beaucoup de temps quand je viens à Annecy. Non, mais il faut quand même toujours y faire un tour. Ah bah c'est clair. Moi, je pense qu'il faut toujours y faire un tour. C'est clair. Ne serait-ce que si vous avez besoin de bien dormir la nuit, en tout cas, vous allez bien patacher et en prendre plein les oreilles. Non, mais clairement, vous allez en prendre plein les yeux de toute façon. Je crois que t'as vu une dernière chose, mon petit Néo. Une dernière chose, effectivement, il y a un film qui est sorti cette année qui s'appelle The Bad Guys, même d'ailleurs, pour être très précis, qui était un film qui avait beaucoup, déjà DreamWorks, et qui avait beaucoup attiré l'œil parce qu'il avait son style un petit peu particulier, 3D avec des FX 2D dedans, en tout cas, ça ressemble à des FX 2D, j'en parle un tout petit peu plus dans quelques secondes, mais voilà, on a été invité, j'ai réussi à avoir l'accréditation, merci Lorenzo, dis donc. Ah bon, alors là, je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, j'ai pu rentrer dans ce making of. Déjà voilà. qu'il avait pu aller voir Spider-Man. Ah, le cul bord des nouilles, ça s'appelle, ouais, vraiment, ouais. Et parce que moi, j'avais pas la réservation à la base. Mais bref, donc je rentre dans ce truc 1h30 de making of où ils sont vraiment allés en détail. Ouais, en plus c'était vraiment cool. C'est ce que je disais en sortant. Hein. C'était même presque plus cool que Spider-Man finalement pour des gens pour des gens du milieu. Ouais, c'est vraiment très péteux, ouais. Quel connard. Il n'aura pas de tartiflette, hein, je vous le dis tout de suite, hein, le bipède. Il va manger 3 chips et puis c'est bon, il va aller au lit. J'ai des noix et une nectarine, ça ira. Mais ça y est, c'est la fin, on craque. Mais tout ça pour dire que ouais, donc c'était 1h30 vraiment super cool dans le détail de toute la fabrication, et de ce que j'ai aimé, tu vois, c'est que c'était pas oui, alors voilà, on a fait de la pré-prod et puis après on a fait du storyboard et après machin. C'était vraiment axé sur la façon de faire ce projet en particulier, développer le visuel, parce qu'il y a un côté où les décors derrière sont très 2D, ils perdent du détail en fait sur la profondeur. Ils ont beaucoup mis l'accent là-dessus sur l'importance d'apporter du détail dans la texture, dans la lumière, dans l'information que tu donnes, dans les traits, dans les machins. Vraiment, ils ont vraiment essayé de faire beaucoup de contraste en fait dans leur image de base. Donc on a vu les premiers tests comme ça qui sont sortis et tout. Et puis évidemment le comparo design en fait, première planche artistique. Et premier rendu, et en fait putain ouais, ils ont réussi à trouver un truc qui colle vraiment, c'est très proche, au point qu'ils disaient même que le réal des fois rentrait dans la pièce, il fait oh elle est trop bien cette peinture, et puis d'un coup ça se mettait à bouger, il disait oh putain qu'est-ce qui se passe. Tu vois, ça nous a beaucoup fait rire. Et voilà, donc on a vu toutes les étapes comme ça, notamment donc les FX 2D dont je parlais, qui n'étaient pas en fait des FX 2D mais complètement rendus. Bien de la 3D, ouais. Alors il y a quand même quelqu'un qui a fait une base 2D, c'est-à-dire qui dessinait en fait, par exemple pour un pneu qui dérape, tu vois, il dessinait plusieurs shapes de fumée et tout, qui dessinait d'ailleurs en vert et en rouge pour pouvoir justement jouer après sur la couleur, l'opacité, etc., machin, et pouvoir les mixer entre elles. Et donc ils avaient développé tout ce truc pour pouvoir le sortir directement du rendu. Il n'y avait pas forcément une passe de compo pour acheter les FX par-dessus. Un peu comme les FX qu'on a dans le jeu vidéo, avec des plates qui te mettent des sprites. Je sais, ça avait pas l'air d'être des sprites pour autant. Ouais. Parce que il y avait vraiment l'impression d'avoir un truc volumétrique en plus par moment, c'était assez surprenant. Et ils avaient en plus du coup développé par-dessus un système pour, par exemple, faire disparaître la fumée en croppant la forme, la forme se découpe et ça disparaît comme de l'animation 2D justement quand on fait de la fumée comme ça, et ça disparaît pas juste en opacité 100% à 0 comme ça. Et donc voilà, ils étaient très fiers de raconter un petit peu tout ça. On avait toute une équipe, et puis alors ils nous ont montré une séquence moi qui m'a complètement bluffé. Alors je suis désolé, Jorge, je ne sais pas comment on devrait exactement le prononcer, et son nom de famille je ne l'ai plus parce que c'était juste avant qu'on arrive pour le podcast. Mais c'était un gars qui a fait une séquence dans ce film, pour ceux qui l'ont vu, c'est la nana qui ressemble d'ailleurs à Gwen Stacy dans Spider-Man, là, qui a une capuche et qui rentre dans une espèce de prison. La gouverneure.
Et merci parce que J'ai vu le film. Alors, oui, parce qu'en plus, ce qui est encore plus honteux, histoire de... Allons-y, c'est que je n'ai pas encore vu le film, j'ai vu le making-of, voilà. On supprime la nectarine. et donc, ce gars, il a fait le storyboard. En fait, ils avaient déjà des storyboards de sortie. On lui a demandé, vas-y, fais 3 pauses. Le mec, il a animé tout le truc en board, en crayonné, tu vois. Et quand il est arrivé, il a dit, les gars, je pourrais avoir un plan ou deux, s'il vous plaît, pour le film, quand même. Et il a dit, mais tu vas faire toute la séquence, mec, en fait, vas-y. Donc, le gars, il a fait toute l'anime de toute la séquence. Et ça défonce sa race. Franchement, c'est incroyable. Ça défonce trop bien. Ah, c'est vraiment une super séquence. Et donc voilà, un making of qui était vraiment chouette. J'espère qu'il y aura autant de trucs dans le DVD ou dans je ne sais où, tu vois, parce que vraiment, je pense que c'est un truc que tout le monde devrait voir. C'était vraiment un super bon moment. Voilà, très bon moment. Et du coup, moi qui n'avais pas encore vu le film, j'ai trop envie de le voir maintenant. Ça y est, je suis surhypé. Je voulais le voir de toute façon déjà avant, mais bon, en voilà. tout cas, ça fait plaisir à entendre ta description là. J'aurais bien aimé voir ce making of. Voilà. Désolé. Achètera le Blu-ray. Voilà. Et puis bon, comme d'habitude, à Annecy, il y a les lots de plage, de farniente, de cocktails, de fromage. D'ailleurs, en parlant de fromage, on va attaquer cette tartiflette, mes petits amis. Et on va clore cette émission. Et voilà. On en refera une donc dans 2 jours. Jeudi, tout à fait. Jeudi, qu'on va enregistrer, donc qui sortira vendredi du Festival d'Annecy pour faire le point sur nos 2 prochains jours où on a un programme assez chargé d'ailleurs. Ah oui, alors déjà que là on a fait quasiment trucs, 2 heures, je me dis avec les journées de mercredi, jeudi là, wow. Ça va être sympa. Bref, en tout cas, on vous embrasse les bipèdes, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, surtout, à commenter, réagir, liker, faire tourner et tout le merdier. Fais néné, putain. Qu'est-ce qu'il raconte? Fais néné le podcast, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais tourner. D'accord, voilà. Bah oui. Ouais. Bah oui, bon, t'auras un verre d'eau avec tes cerneaux de noix. Et puis on se retrouve à bientôt. Merci les gars, merci Néo. Je pense qu'il est temps de coucher. Oui, il est temps. C'est bon, là. Il est temps d'aller coucher le bébé. Et gros bisous à vous les bipèdes. À Salut bientôt. tout le monde. Ciao. Ciao. Allez, à dans 2 jours. Bye bye.